va se gêner sur Europe 1. 16h, 18h30, Laurent Ruquier. On va se gêner aujourd'hui jusqu'à 18h30, en effet pendant 2h30. Fabrice Eboué. Bravo. Gaspard Proust. Bravo. Jérémy Michalak. Titoff. Philippe Alfonsi. Merci. Asseyez-vous, merci. Et peut-être, j'en ai marre des gens en retard. Je vais vous dire, virez les prochains en retard. Je suis d'accord avec toi. Peut-être Isabelle. Oh, petit off, alors. Moi, c'est du passé, tout ça. C'est vrai que vous avez beaucoup changé. Période, grâce à vous, j'ai C'est vrai changé. que depuis 2010, t'as jamais été arrivé en retard. moi. Non. Ça fait 5 jours. Mais maintenant, Mais même avant, même depuis, j'ai changé, je suis quelqu'un C'est d'autre. pas compliqué. Une fois le générique commencé de cette émission, je n'accepte plus personne. Alors Isabelle Motro, puisque c'est Attaque d'elle, pas 25 non plus. c'est d'elle dont il s'agit. Isabelle Motro, c'est vrai que c'est assez rare, mais quand même, c'est la 3e fois, il me semble, cette année. Donc ce sera la dernière fois. Je lui dis à Isabelle Motro, sinon vendredi prochain, c'est Monique Pantel qui est assise ici à sa place. Faut pas exagérer non plus. Peut-être pas non plus. Faut pas non plus. J'avais une question, même en dehors des retards, pourquoi tu la gardes, Isabelle Motro? Qu'est-ce qu'ils sont cons. Pourquoi elle vous plaît pas, Isabelle Motro? Non, il doit y avoir un secret qu'on connaît pas. Je sais que ça fait longtemps que vous bossez ensemble. Elle est sympathique, elle est cultivée. Elle est propre. Mange pas trop. Elle est propre. Ça va, moi, je suis Elle est plutôt amusante. Elle était sexy dans sa jeunesse. Faut écouter. Puis je suis fidèle. Vous voulez que je vous dise, Fabrice Eboué? Voilà. Vous verrez quand vous serez moins beau et moins drôle. Vous serez bien content que je vous engage encore. Quand tu seras moins beau. Vous verrez quand vous serez blanc. Vous serez bien content que je vous engage encore. Non mais voilà, c'est combien? Oh là là, Isabelle Motro, autant vous dire, pouh là, depuis 1990. Eh ben tiens, 20 ans cette année que je travaille avec C'est la bonne année pour la virer, tiens. Joyeux anniversaire. 20 ans. Alors voilà, on a des fidélités dans la vie quand même, pas vous, monsieur Eboué. Non, bah non, moi je viens de commencer. Quoi, Et puis je l'aime bien, puis Isabelle a été efficace dans l'émission, puis ça nous change des autres filles qu'on a dans la semaine. Ah. Ouais. Puis elle est propre. C'est pas mieux, vous, Eboué, hein. Si vous voyez les histoires que nous envoient les auditeurs à cause de vous, alors là, franchement. Allez, je vais vomir un coup d'abord. C'est mieux. Ah non, je vous jure, mais c'est terrible. Plus ça va, plus on nous envoie les pires histoires. Il y a plus de limite. Il n'y a plus de limite. Voilà, Que exactement. tu récupères le public de RTL, c'est une chose, celui de Skyrock, ça devient plus gênant. Ah ouais, non, mais c'est absolument, par exemple, ça, Sébastien qui vous envoie une histoire. Pour Fabrice Eboué, je suis sûr que ça le fera rire. Une devinette. Comment peut-on sodomiser un poussin? Bah oui. En étant entraîneur de foot. Oh non. Ah oui, il y a double niveau de. Ah non, tu vois, franchement là. C'est des blagues zoopédophiles. Ah mais c'est à ce moment, mais moi j'en veux bien. Je le dis aux auditeurs de repas, calmez-vous. On peut pas tout dire, il y a des limites quand même. Alors celle-ci aussi, alors là, je vous en dis même pas. Oh là là, celle-là. Allez. Alors c'est pareil, hein, pour la journée de la poésie dédiée à Fabrice Eboué. C'est un homme qui sort de prison après avoir purgé une peine de 20 ans. Et il n'a qu'une seule envie, évidemment, faire l'amour avec une femme. Il se dirige donc directement dans un bordel qui lui a été chaudement recommandé et tombe sur Fabrice Eboué, qui en bon propriétaire des lieux s'occupe de l'accueil des clients. Bah écoutez, dit Boubounet, là on est complet, il me reste qu'une chambre de libre, mais bon, je vous préviens, c'est la seule qui me reste, la fille est muette. Si ça vous dérange pas, bah dis moi je m'en fous, ça fait 20 ans que j'ai pas touché à une femme, franchement. Alors il monte directement à l'étage indiqué, il entre dans la chambre toute noire, la fille est nue, allongée, et ni deux, le type commence son affaire, et tu vas voir si je vais pas te faire hurler moi, tu vas voir si je vais pas te faire hurler, hein. Et au bout de 15 minutes, force est de constater qu'elle n'a pas émis le moindre son, et quand il jouit au bout de 30 minutes, sans prévenir, elle lui crache dessus. Outré, le type redescend à l'accueil et raconte furieux ce qui vient de se passer à Fabrice Eboué. Et là, Boubounet, notre Fabrice Eboué, dit au mec, qui est son associé, juste à côté de lui, dit « Eh, Titoff, va falloir monter vider la morte. »
alors là, ouais. Ah ouais, là, il y a tout ce qu'il faut. Là. Déjà, on s'est trompé dans l'ordre de celui qui donne les ordres à l'autre. Non, mais j'étais tellement perturbé par cette histoire. C'est horrible. Cela dit, et ça c'est la pure vérité, à l'époque il y avait beaucoup de prostituées sur les maréchaux. À Porte de la Muette, ils avaient vraiment mis des prostituées sur des muettes un soir et c'était très gênant. Quoi. Sans rire. Alors, je me demandais si c'était pas un circuit à thème, si Porte de la Chapelle ils mettaient pas des bonnes sœurs ou autre, c'est sûr, mais... Des vierges. Et toi, ça t'avait gêné? Et Porte Dauphine, des Miss refoulées. Gaspard, vous avez l'air alors totalement accablé. Oui, parce que d'abord j'ai perdu le cours de la blague au bout de la 4e phrase. Et puis ensuite, je voulais vraiment dire que la blague sur la Dauphine, au niveau de la porte, c'était vraiment bien. J'ai vraiment été étonné, parce que je pensais que ça serait plus pourri, franchement. Bon, Isabelle Motro n'est toujours pas là, mais heureusement, nos 2 auditeurs pour le premier challenge du jour, eux sont au rendez-vous. Élodie, bonjour. Bonjour, meilleurs vœux à tous. Vous êtes meilleurs vœux aussi, Élodie. Vous n'êtes pas trop choquée par les histoires que raconte Fabrice Eboué? Non, ça va. Bon. J'entends pire tous les jours au travail. Ah bon? Ah oui. Oh bah Fabrice va être vexé. Où est-ce que vous bossez? Oui, c'est ça. Je travaille avec une centaine d'hommes, donc dans un magasin, un entrepôt. Donc, Quel genre d'entrepôt? c'est un entrepôt d'une grosse entreprise qui fabrique des produits agroalimentaires. Raphaël est à Saint-Martin. Oh, pas en bas, Saint-Martin-en-Haut. Raphaël, bonjour. Bonjour Laurent. Alors, c'est où ça, Saint-Martin-en-Haut? Alors c'est à 30 km à l'ouest de Lyon, dans le Rhône. Très bien. Ah, il neige chez vous? Un village de 4000 habitants, voilà. Il y a de la neige chez vous, là? Oui, il y a de la neige. Merde, non, parce que je commence à retomber un petit peu. Là. Je dois prendre un TGV pour Grenoble, là, cet après-midi. Vous pensez que ça va rouler? Aïe. Aïe. Ah, peut-être que le TGV, il n'y a pas trop de problème. Ah là là. Qu'est-ce qu'elle est propre. Là, t'as réussi ton coup. Assieds-toi. C'est bien. Super. Hein, bon, alors, ton raccourci, Titeuf. C'est pas ça du tout. Moi, j'ai changé. Moi, j'ai une application sur iPhone, elle est géniale. C'est quoi? Il me réveille. Il me saute dessus, carrément. Au moment où vous arriviez, Isabelle Motro, nous en étions à discuter avec Raphaël des conditions météo de la région dans le Rhône. Hein. C'est ça, Raphaël? Voilà, c'est ça. Et vous faites quoi, vous, dans la vie? Alors, je fais de la mécanique de précision. De précision, c'est-à-dire, c'est l'horlogerie, c'est quoi? Non, c'est des pièces en acier. Travaille sur machine-outil pour l'industrie. Bah, pourquoi pas, Raphaël? C'est précis. L'un et l'autre, vous allez peut-être partir, l'un ou l'autre en tout cas, en Thalasso à l'hôtel Eliantal Saint-Jean-de-Luz pour une escapade sensation. Mais pour ça, il faudra répondre à cette question. Peut-être vous connaissez la marque Weatherproof, justement, une société de vêtements de sport qui fabrique entre autres des anoraks, des gros manteaux. Et alors là, ils viennent de se payer une pub incroyable, une pub qui, hélas pour eux, ne pourra pas durer. Quel genre de publicité a trouvé la marque Weatherproof? Élodie. C'est Barack Obama qui est habillé en Weatherproof? Non, il n'y a pas la femme de Barack Obama qui apparaît dans la pub. Alors, je crois que je vais donner la réponse à Raphaël, car c'est bien le président lui-même qui porte un anorak Weatherproof sur une immense affiche qu'on peut voir depuis avant-hier au centre de New York, à Times Square. Vous savez, toutes ces grandes affiches qu'il y a à Times Square, on voit ça à chaque nouvel an. Pour ceux qui ne sont jamais allés à New York, c'est là qu'on fait le décompte des coups de minuit. Et effectivement, ils ont mis une affiche dingue de Barack Obama, qui portent vraiment, évidemment, leurs vêtements, sauf qu'ils ne sont pas autorisés à utiliser l'image du président américain pour faire leur pub. La Maison-Blanche, évidemment, a demandé à ce que cette encart, plus cette affiche, ce panneau publicitaire soit enlevé. Ils vont le faire, mais sauf que pendant 3 jours, avec le slogan « Un leader de style », Barack Obama a fait, sans le vouloir et sans le savoir, la publicité de la marque Weatherproof. Et en plus, vous voyez que c'est un bon président, Obama. Il vous emmène à Saint-Jean-de-Luz, Raphaël. Avec la musique, surtout. Et oui, avec la musique, Raphaël, vous allez quitter Saint-Martin-en-Haut pour Saint-Jean-de-Luz pendant un week-end escapade sensation, une pause bien-être de 2 jours. 5 soins de thalassothérapie, des cours d'aquagym. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Le libre accès au spa. Je fais comme Jean-Luc Petit-Renaud, je mime et je bruite tout. Vous irez au hammam, hein, c'est bon.
Ah oui, Bernard. Ah oui, Bernard. J'ai fait tomber un truc. Tu transpires. Et avec accès direct à la plage. Ouais, c'est la mouette, hein, pour ceux qui ne reconnaîtraient pas. Grâce à cela, vous pourrez aussi bénéficier des menus saveur gourmande ou saveur minceur ou non pas. J'en reprends pas, merci. Thalasso, Saint-Jean-de-Luz, au spa Eliantal. Merci. Là, j'ai eu la totale en plus. Ah là, j'ai tout donné là. On peut avoir la mouette, mais sans rien, là. Juste a cappella, la mouette. J'ai la mouette du Havre. Et on va offrir à Élodie quand même un petit lot de consolation. Vous voulez, Élodie? Ben oui, le coffret Serge Gainsbourg Europe 1 Best-of en 2 volumes. Merci beaucoup. On vous embrasse tous les deux. Europe 1, on va se gêner. La question, citation. Qui A dit quoi? Quoi? Qui a dit quand on a peu de cheveux, c'est bien d'avoir 2 casquettes? Et c'est sur Europe 1 que ça a été dit. C'est un cheval alors donc. Alors c'est quelqu'un qui effectivement n'a pas beaucoup de cheveux, c'est pas totalement chauve, hein. Comme on dit, il a l'intelligence sur les côtés, vous voyez. D'accord, Jérémy Michalak? Non. Quelqu'un de l'équipe? Jérémy n'est pas chauve. Un homme politique? Ah, remarquez, c'est vrai que... Ça démarre quoi là. Ah, ouais, c'est vrai qu'il va l'être. Hein. Non, je pense pas, ça tient bien encore. Ah, mais ça va, tu t'en fous d'avoir. Il fait un peu comme Giscard, il met sa petite touffe là sur le devant. Tu pourras plus le tirer par les cheveux. C'est ce que j'allais dire, c'est la force de me tirer par les cheveux, à un moment donné, ça va se décrocher. C'est pas grave, quand t'es grand et costaud, tu vois. Quand on a peu de cheveux, c'est bien d'avoir 2 casquettes. Marc-Olivier Fogiel? Non. Marc-Olivier a à nouveau des cheveux. Ils ont repoussé. Mais Un homme politique, est-ce que c'est un homme politique? Un homme politique, oui, Madame Motro. Vous voyez pourquoi j'invite Isabelle Motro? Parce qu'elle fait avancer le débat. Je sais pas, Philippe Seguin? Non, oui, c'est ce que j'allais dire. Pas encore. Non, c'est pas Philippe qui fait le Seguin. buzz actuellement. Alain Juppé. Ah, Philippe Seguin, il y a un bel hommage qui lui est rendu quand même sur toutes les antennes depuis hier. Jamais, franchement, on a entendu ça sur un homme politique. je crois qu'il était estimé. Oui, franchement, c'est vrai. Parce que même à gauche et tout, au Brie, Au Je pense qu'il y en a football. qui sont soulagés aussi. C'est génial quand il top de bien sérieux. C'est vrai, t'as raison, on me dit souvent ça. J'ai pas le droit, je suis un mec, j'ai pas le droit de parler. C'est J'ai pas le droit. Non, mais Ça fait 10 ans maintenant que je crois que je fais ce métier. Oui. Et j'ai remarqué que chaque fois que j'essaye de dire un truc un petit peu que j'ai vu, voilà, Sérieux qui m'a touché, voilà, on se fout de ma gueule. C'est terrible. Et je rentre chez moi, je suis triste. Et il rentre chez lui, il dit à sa femme, je t'aime. Il dit, oh, t'arrêtes de se foutre de ma gueule. Quand on a peu de cheveux, c'est bien d'avoir 2 casquettes. Alain Juppé. Non. Non. Parce que Ah non, Eric Wurtz. excellente réponse de Titoff. Tu vois? Ministre du budget et trésorier de l'UMP, voilà les 2 Sauf que- casquettes qu'il cumule. Sauf que c'est pas Wurtz, c'est Wurt. Mais bon, ça c'est un détail, c'était déjà bien ce que tu as dit. Wurtz, c'est vrai, c'était un arbitre. C'était un prof de maths que j'avais. C'est l'arbitre d'Interville, C'est non? Eric Wurtz. Wurtz. Oui, arbitre qui a eu une attaque en plus après sur pas une attaque de vache, hein, une attaque cardiaque sur Interville, exactement. Ah oui, c'est vrai. Eric Wurtz. Les 2 casquettes, c'est donc trésorier de l'UMP et ministre du budget. On lui reproche de cumuler ces 2 postes. Et lui, évidemment, ironiquement, il a répondu sur Europe 1 le 3 janvier dernier. Quand on a peu de cheveux, c'est bien d'avoir 2 casquettes. Ouais. Nos hommes politiques sont rigole bien, dis donc. C'est bien. nos hommes politiques sont drôles, il faut le dire. Oh, il est plutôt sympathique, Eric Wurtz. Je crois que c'est le maire de Chantilly aussi. Hein. Alors ouais, il doit bien s'éclater. Hein. Pourquoi on rigole pas à Chantilly? Oui, quand même, oui. Ah bah si, c'est Hein, beau. les tartes à la crème, tout ça, les blagues, vraiment un peu de Mais chocolat. non, Chantilly, c'est le château, c'est l'hippodrome. Oh, que je suis crétin alors. Je croyais que c'était vraiment la Chantilly, moi. Bah, vous allez voir, on va élever le niveau là encore avec Christian Boltanski. Ça vous dit quelque chose d'abord? Oui, mon avis, les Polonais. Boltanski, c'est un artiste. Voyez à quoi il Celui qui est coincé à Stade parce qu'il a touché des enfants, c'est ça? C'est le cousin, ça. Ça c'est Roman Polanski. Alors donc c'est un artiste Vous contemporain voyez à quoi il sert, Isabelle Motro? Voyez qui fait des installations qui sont souvent tournées vers une Canal. recherche sur la mémoire, les ancêtres, Exactement. le passé, voilà. Eh bien, au Grand Palais à Paris, à partir du 13 février prochain, il y aura une nouvelle exposition Christian Boltanski sous la verrière du Grand Palais. Et c'est le ministère de la Culture qui est à l'origine de
l'invitation de ce plasticien au Grand Palais. Et alors, il y a une particularité pendant cette exposition, une particularité exigée et demandée par l'artiste Christian Boltanski. Laquelle? Vous savez? Je peux le dire? Oui, allez-y. Il a demandé, je crois, à ce que... Ah non, je confonds avec un autre artiste. Alors ferme ta gueule. Est-ce que c'est pas lui qui a demandé, à ce qu'il n'y ait pas trop de chauffage? À ce qu'il n'y ait pas de chauffage du C'est tout. ça. Bonne Ouais, c'est réponse d'Isabelle Motro. C'est ça, j'ai eu un doute tout d'un coup. Oui, pas de chauffage du tout. Il me fait rire, Boubounet, parce que... Ça l'agace, tu sais. Non, c'est pas que ça. Non, je vais vous dire, ça l'a pas agacé. Je commence un tout petit. Je connais pas très bien encore. Fabrice, c'est un homme mystérieux. C'est peu prudent. Mais quand même, petit à petit, on commence à comprendre son fonctionnement. Alors, c'est un faux méchant dans le fond, vous voyez. Et finalement, il était un petit peu gêné, puis content en même temps qu'elle ait répondu. Puis il a rougi, il a eu une petite pudeur de jeune fille. La petite pudeur de jeune fille. Tu l'as bien cerné, j'ai l'impression, Laurent. C'est mignon, ça. Merci. Mon Boubounet. Mon petit. C'est vrai, il a un côté un peu de nounours comme ça. Il était content pour vous, en fait. Vous croyez C'est pour ça que Parce que je le connais pas encore peut-être il assez. était pour- excité. 20 ans, trouver une bonne réponse, il y a quand même de quoi être content. Bah ouais, quoi. c'est bien. C'est vrai que c'est quand même bon. Bah maintenant j'en ai pour 20 ans. hein. Alors effectivement, à partir du 13 février, il n'y aura pas de chauffage au Grand Palais. L'artiste l'a exigé, parce qu'il a demandé à ce que les gens meurent sur place, quoi. En gros, hein, Non, mais alors le pire, c'est qu'il y a la même expo est à Berlin, et là il a rien demandé. 13 500 mètres carrés d'exposition. Alors ils nous disent à partir du 13 janvier dans Le Point, à partir de février dans Direct Matin, je sais pas qui il faut croire. Et il en profitera pour continuer auprès des visiteurs de son expo à enregistrer des battements de cœur humain. Il fait ça et il enregistre depuis... c'est génial ça. Ah ça, j'étais sûr que ça allait vous plaire. Il y aura Philippe Seguin ou pas? Non. Il a déjà donné. Ça, c'est les artistes contemporains un peu fous, ça vous plaît bien, hein, Gaspard Ah Proust. ouais, moi j'aime vraiment beaucoup. Ouais. Et il a vendu sa vie en viager à un collectionneur. Quoi? Il a vendu sa vie en viager à un collectionneur qui le filmera jusqu'à son décès. Aussi. C'est bien ça. Ah oui, ça c'est des vrais artistes. Vous voyez. Ah, oh là, c'est oui, pas des d'accord. connards. C'est des vrais concepts. C'est pas des connards Ah, comme Michel-Ange qui se font chier à peindre la chapelle Sixtine. des ça, trucs. c'est vrai. Non, c'est vrai. Il le paye, le Qu'est-ce gars que le je peux paye avoir alors. comme idée loufoque ce matin? Le gars, le gars le paye un peu, ouais, je crois, et surtout l'artiste, c'est un escroc, quoi. il va avoir, enfin, je pense que ça, s'il veut revendre le truc, ça sera une valeur sûre. Quand Autrement, même, il a quand sera mort. son atelier normal comme n'importe quel autre artiste à Malakoff, Ouais. en banlieue sud de Paris. Alors il y a toute sa bio dans Le Point cette semaine. C'est intéressant parce que moi, je le connaissais pas très bien, pour être honnête, ce plasticien qui vend sa vie en viager, qui demande à ce que le chauffage soit coupé pendant ses expositions. Il est né en 44, le 6 septembre 44 à Paris. Il a commencé à peindre en 58. Alors c'est marrant, il y a des dates comme ça. Alors il y a 3 dates. La première, enfin plus que 3 dates, il y a une dizaine de dates, mais les 3 premières, vous allez voir, c'est intéressant. 6 septembre 44, naissance à Paris. Bon, très bien. 1958, commence à peindre. Bon, ok. 1962, sort pour la première fois seul dans la rue. Ça, quand même, il y a quelque chose d'extraordinaire, non? C'est génial d'avoir ça. C'est quoi? C'est-à-dire D'avoir ça sur sa biographie, c'est extraordinaire. 44 et 62, ça fait 6 et 12. À 18 ans, il est sorti pour la première fois seul. Ouais, c'est un dans la agoraphobe, quoi. Voilà, bon, Ouais, c'est mais une maladie comme une autre. il Mais est moi, un peu étrange. hein. Il a jamais été à l'école, je veux dire, ils disent n'importe quoi. Bah, peut-être qu'à l'école, il était accompagné par son papa et sa maman. Seul dans la rue. Il allait à la même école que Natacha Campouche. Oui, mais en fait, il m'a donné envie de faire la même chose parce que je projette de faire une fois une expo d'art contemporain, faire une valise dans laquelle il y a $1 million et la mettre aux enchères à 2. Faut-il pas? C'est la nouvelle chanson de Nolwenn Leroy. La jeune femme vient de sortir un nouvel album. Faut-il pas? J'ai la réponse. Oh, si, il paraît que c'est très bon, dites C'est vrai. donc. En plus, ce bel album. D'ailleurs, le précédent, fait par Laurent Voulzy pour elle, était très réussi. En plus, elle sera mon invitée la semaine Ah prochaine. bon, alors c'est dans vachement On n'est pas bien. couché. Elle est déjà, elle aurait le donner. Elle est derrière déjà, tu es déjà arrivé. J'ai fait la Star Academy. En revanche, je ne sais absolument pas prononcer le titre de son nouvel album, le Cheshire Cat Ah, ça, à mon avis. et moi. Le Cheshire Cat et moi. C'est pour Isabelle Motro, ça. Le Cheshire Cat, c'est le chat qui sourit dans le Alice au pays des merveilles. Ah, Le chat du Cheshire. Tu vois pourquoi Tu vois à quoi hein, non, vous voyez à quoi elle sert, hein. À quoi sert Motro, voilà. Quelles sont les initiales qui reviennent dans l'actualité aujourd'hui, quasiment pile un an plus tard? PS.
Non. Ah, ça c'est drôle. C'est vrai que le plat c'est pas en forme, mais on en parle un peu plus souvent. Non, il parlait pas de ça. LKP. LKP, Ouais, bien sûr. c'est normal, c'est le régional de l'État qui donne la bonne réponse. Fabrice Eboué. Et oui, Non, je voulais dire, Laurent, fais attention parce que comme je suis pas tricheur, j'avais vu vraiment de quoi il s'agissait. Ah, vous avez vu la photo d'Elie Mota, Voilà. le leader du Et LKP. du coup, alors bon, après ça m'empêche parce que peut-être j'aurais trouvé. Ouais. Vous savez ce que ça veut dire le LKP, vous vous souvenez, hein, le mouvement contre la profitation. Et c'était il y a un an, le 20 janvier 2009, qu'il y Mais avait c'est une en grève. créole, parce que, excuse-moi, mouvement contre la profitation C'est LKP. LKP en créole, ouais. Oui, mais c'est en créole, effectivement, LKP. Alors, vous voulez que je vous le dise en créole? Oui, en créole, Parce que oui. je l'ai en créole. Liana contre profitation. Ah, ils ont un accent espagnol. C'est bien. Ils rentrent d'Argentine. Et en tout cas, le LKP lance à nouveau un appel à la grève générale le 20 janvier prochain, pile un an plus tard. La Guadeloupe est sous tension et on voit effectivement le leader du LKP à Pointe-à-Pitre appeler à cette grève générale pour le 20 janvier prochain. Manifestement, ça ne s'est pas arrangé. Non, ça ne s'est guère arrangé. Oui. Bon, vous, c'est pas du tout vos origines. Non, je m'en fous complètement des Antilles. Vraiment, c'est. À chaque fois, j'oublie parce que pour moi, il est tellement parisien, Fabrice. C'est plus le plus banlieue chic de Paris qu'on puisse connaître, avec son petit pull en cachemire bleu, Ces petits mocassins pompons. à gland. À gland. Les gens ne le voient pas arriver parce que sur scène, évidemment, la bande à Jamel. Mais quand il débarque ici, il faut le voir avec sa cravate, Et sa canne parapluie aussi. sa veste en tweed. Ouais, la veste. Spencer bleu marine avec l'écusson, c'est ça. Bien sûr. Petit pantalon Burberry, tout Ma ça. carte du Front National, tout ça. Il y a tout ton matos de golf qui est à l'entrée là. Qui va sortir un nouvel album qu'elle part enregistrer à Los Angeles? Ce sera son 4e. Carla Bruni. Excellente réponse d'Isabelle Motro. Mais pourquoi Elle le sait parce qu'il pourquoi à y a Los Sarkozy qui lui a dit on va Angeles être tranquille pendant 2 semaines, Ah. bébé. Peut-être qu'il y a Johnny sur l'album. Non, là, c'est un 4e. Regardez, j'en ai déjà 4. Hein. J'ai pas vu passer les 4, moi. Alors, le 3e, je m'en souviens parce qu'ils en ont un peu parlé. Mais C'est le deuxième. Le premier, c'est un album photo, non? Bien sûr. Elle pourrait faire comme le président des quinquennats, on serait plus tranquille, tu vois, tous les 5 ans, c'est plus sympa. c'est vrai que je crois que c'est le 2e album en fait qui avait pas très bien. Le premier, Mais oui, c'était en anglais, Le non premier avait été un carton, il faut dire Ouais, ce qui Mais c'est est. le premier qui a marché. Le après, deuxième, plus c'était rien. des poètes anglais Oui, c'est ça, qu'elle avait ouais. adapté. Oui. Effectivement, celui-ci a un peu moins bien marché. Puis le 3e, c'est celui qui avait été distribué Le dernier. à tous les ministres et dont on a tant parlé, qui a pas si mal marché que ça. Évidemment, moins bien qu'on pouvait peut-être l'espérer vu la promo qu'il y avait pu y avoir alors qu'elle était encore, enfin plutôt déjà première dame de France. Mais voilà, ce sera le 4e. Et puis elle vient aussi de participer. Elle n'arrête pas de chanter en fait. Hein. Elle vient de participer à un album de reprise de David Bowie. Et on entendra ce disque. Elle interprète avec lui Absolute Beginners. On entendra ça au mois de mai prochain. Donc elle continue à chanter. Et est-ce que tu crois que c'est lié peut-être alors l'histoire de la carte musique jeune? Qu'est-ce que c'est que ça, la carte musique jeune? Attention, il va dire un truc sérieux. C'est c'est Sarkozy qui a présenté ça hier pour que les jeunes puissent acheter Des cartes. de la musique sur Internet. Il faut que les jeunes apprennent à nouveau à acheter des À disques. acheter de la musique. Arrête, tu te et fais du l'État mal, de tu te fais- paierait la moitié. Tu as parlé quoi? Qu'est-ce que tu veux? Non, c'est vrai. Je rêverais qu'un jour Titoff présente le 20h. Je suis sûr qu'il bafouillerait moins que Laurence Ferrari. Déjà, ça hein. serait le 20h15. Ça serait le 20h15, pas le 20h. Bon, ben. T'imagines comme il fait à la radio avec le mec qui pose son blouson rapidement à 20h15. Bonjour. Ah oui, l'inverse de. Bah, remarquez, il y a Christophe Ondelat hein, dans le genre. On aurait les infos d'il y a 3 jours. Les infos Alors, un scoop. Philippe Seguin est mort. Hein. Les infos de Titoff, c'est tout de suite la météo. Demain, merci. J'ai adoré avoir de plus gros seins, mais j'ai suffisamment mûri pour me connaître, pour être honnête avec moi-même. Je vais donc enlever mes gros seins. Elsa Fayer? Ouais. J'avais la même. Non, ce n'est pas Elsa Fayer. Je vous demande pas le nom parce que ça, je pense pas que vous ayez son nom, mais de qui s'agit-il? Jane Birkin. Non, non. Comment ça, on n'a pas le nom? On connaît. Comment on sait- ça On connaît pas son nom, mais on sait ce qu'elle a fait. Peut-être vous connaissez son nom, mais ça m'étonnerait. Mais voilà, effectivement, on vous demande qui elle est plus que comment elle s'appelle. La femme d'un politique? Non. Elle est anglaise? Et c'est pas par hasard, évidemment. Elle n'est pas anglaise. Américaine? Non. Australienne. Australienne, bravo. Et Nicole Kidman. non, bah non, elle a tout refait, mais pas les seins quand même.
C'est vrai qu'il faut qu'elle arrête, Nicole Ah ouais, Kidman. c'est terrible. Oh là là là. Je l'ai revue là dans un vieux film qui passait, je sais plus sur Elle quelle était chaîne. belle. Ma sorcière bien aimée. Ouais. Et enfin pas si vieux d'ailleurs. Et j'avais peur pour elle à chaque fois qu'elle bougeait le nez comme la sorcière bien aimée. Je me suis dit, il va tomber. Mais alors c'est pas du tout Nicole Kidman, mais c'est une Australienne, c'est vrai. C'est une nageuse, une sportive. C'est une sportive, mais pas une nageuse. Oh bah là, vous avez déjà fait une bonne partie du chemin. Alors pourquoi elle veut enlever ses implants Ça mammaires? la gêne dans le Oui, cadre alors de dans son quel activité. sport? Du tennis. Haltérophile. Du tennis. Elle est Haltérophile. pas haltérophile. Le pratique en haltérophile, tu peux poser la barre sur les Ah seins. oui. Javelot. Non, pas javelot. Qu'est-ce que les seins empêcheraient de lancer un javelot? Ça dévie ça dévie le tir, Judoka, un peu. Non, boxeuse. Ping-pong. Non. Basket, ça rebondit. Non. Pour le saut en hauteur, c'est très bon par contre. Elle est championne du monde en plus. Ah, oui. Soit la perche. Non. Il fait des perches espagnoles entre les seins. Elle est championne. Alors, elle était forfait aux mondiaux de Berlin au mois d'août dernier à cause de douleurs au dos. Au sein. Et elle dit que quand elle se regardait dans le miroir, elle ne voyait que des bras musclés, des larges épaules, des grandes et fortes jambes. C'est une coureuse. Et que c'était pour ça qu'elle s'était fait mettre des gros seins parce qu'elle avait envie de voir autre chose que des muscles. C'est du sprint. Et effectivement, c'est une championne du monde du 100 mètres. Non. un peu plus. 200 mètres, 400. 400 mètres. 400 mètres haies. 400 mètres haies. Bonne réponse de Fabrice Eboué. Et ce n'est pas la première sportive à réduire la taille de ses seins pour le bien de ses performances. Il paraît qu'à 18 ans, il y a une Roumaine qui s'appelait Simona Halep. C'était pour les vendre, elle, c'est différent. Quoi. Qu'elle était tennis woman. Elle avait gagné Roland Garros Junior en 2008 et elle est passée par la case chirurgie afin de diminuer sa poitrine naturelle qui était trop volumineuse, c'est-à-dire le contraire des autres. Elle avait une poitrine trop forte et elle a fait diminuer sa poitrine et c'était terrible pour elle, évidemment. Sur les revers, c'est normal. Hein. Mais les sœurs Williams, ça les dérange pas trop, j'ai l'impression. Ah oui, elles ont... ouais. Moi, Il y en a une des deux. je rate jamais un match. Hein. Elle, si. Il y a celle qui avait les faux seins en escrime aussi, qui s'est fait transpercer pendant le Ouais, foot, qui c'est a perdu. vrai. Dramatique. Il y a un mec qui est mort au premier rang. J'ai connu un nageur qui, pour la médaille de natation synchronisée, avait enlevé ses couilles. Hein, parce que... J'en connais qui font ça, mais pour d'autres performances. C'est vrai, ça. Ah, moi, Politique, il y en a pas mal qui font ça. Je dis ça parce que j'ai vu l'autre jour un documentaire sur Canal+, sur l'homosexualité dans le sport, qui était suivi d'une émission genre télé-réalité, un peu genre ce que pourrait faire Michalak sur Énergie 12, vous savez, genre deux Français à Miami, embrasse qui tu veux, je sais pas où, enfin bon. La qualité, quoi. Ah, voilà. Qui marche, quoi. Les émissions de qualité, voilà. Et là, c'était un truc assez incroyable. Ils avaient envoyé trois mecs hétéros, qui nous disaient, quoi, aux Jeux Olympiques, ce que je trouve, pardon de vous dire ça, vous savez, moi je suis totalement anti-communautaire, donc aux Jeux Olympiques gays. Les gay games, là. Voilà, les gay games. Alors, rien que ça. Bon, alors les gay games, bon. Donc c'était la première fois que je voyais ça à la télé, les gay games, comment ça se passait et tout. Et donc ils envoient trois hétéros dans les gay games. Alors tu vois les mecs qui ont la trouille et tout, c'est un peu con quoi. Comme c'est vraiment pour L'eau est froide. tous les clichés. Mais si, vas-y, viens sous la douche avec nous. Enfin tous les trucs. Je vous jure, hein, c'était vraiment ça. Je n'invente rien. Et il y avait une épreuve parce que les trois mecs hétéros devaient suivre chacun un sportif. Alors, il y en a un qui faisait de la course et il y a un des mecs gays, donc inscrit lui aux Gay Games, qui faisait de la natation synchronisée. Et alors Parce que là, C'était jusque très drôle parce que c'était un mec homo comme vous et moi, vous voyez. On voit bien, ouais. C'est-à-dire que quand avec des glands, tout ça, quand il discutait avec l'hétéro, vous voyez, vous pouviez pas faire la différence entre les deux. Limite même, on se demandait si c'était pas celui qui était pas, quoi, vous voyez. Et puis du jour où vous le mettiez dans la piscine en train de faire ces trucs de natation synchronisée, d'un seul coup, c'est-à-dire que tout corps plongé dans une piscine devient absolument féminin, quoi. C'est-à-dire que ça mouille. Mais vous n'avez pas... Et il avait il avait la petite pince à linge sur le nez et tout ça. Mais même pour les gay games, les courses d'endurance, le lièvre, c'est Michalak. En fait.
Dans VSD cette semaine, peut-être avez-vous lu un article signé Sandrine Mouchet qui nous dit ce qui se passera en 2010 pour la plupart des animateurs télé, les principales vedettes du PAF. 13 de vos animateurs préférés. On nous dit top ou bof, que sera leur année 2010. Mais Sandrine Mouchet n'a pas écrit son article toute seule. Quelle est l'originalité de ce papier concernant les vedettes de la télé pour l'année 2010? Elle l'a écrit avec un astrologue, non? Un truc comme ça? Avec une médium. Voilà. Excellente réponse. Oui, parce que franchement, pour savoir quelle va être l'année 2010 de quiconque travaille à la télévision, si t'es pas astrologue, tu peux pas le savoir. Elle n'est pas tout à fait astrologue, elle est médium. Et hier, on l'a au téléphone, Isabelle Vian. Bonjour. Bonjour Laurent. Vous n'êtes pas astrologue, hein? Non, je suis pas du tout astrologue, je suis médium et voyant. Ah oui, c'est beaucoup plus sérieux. Alors comment ça se passe? Parce que quand Sandrine Mouchet, la journaliste de VSD, vous appelle, comment vous vous concentrez, par exemple, sur Jean-Luc Delarue ou sur Emmanuel Chin ou sur Laurence Ferrari pour deviner leur avenir? Vous avez besoin d'une photo? Alors, elle est venue avec des photos et j'ai dû me concentrer, bien évidemment. Et d'ailleurs, j'ai vu d'autres photos sur lesquelles je ne ressentais absolument rien, donc je n'ai plus rien dit. Moi, par exemple, j'y suis pas si vous n'avez rien ressenti avec moi. Alors, ce qui ne m'étonne pas. Non mais attendez, Laurent, est-ce que je peux me permettre de vous dire quelque chose? Oui, je vous en prie. Bon, vous avez une année top avec une double énergie et je pense que vous allez avoir d'autres. Et je vous dis pas ça du tout pour vous faire plaisir. Non. Ben écoutez, il paraît, en astrologie, parce que je regarde, on est con comme tout le monde, hein, non mais si c'est vrai, non mais les astrologues, alors prévoient pour les gens de mon signe Poisson, mais alors une année 2010 exceptionnelle. Alors si en plus les médiums s'y mettent aussi, mais alors, je sais pas ce qui va m'arriver cette année. Bah, je crois que c'est la dame qui avait prévu une super année pour Philippe Seguin, par exemple. Oh là là, c'est trop. Mais par contre, excuse-moi Laurent, mais je vois pas comment tu peux faire mieux que ce que tu fais déjà. Mais c'est ça aussi. Je me demande moi-même, qu'est-ce qui pourrait bien m'arriver alors? C'est vrai que le coup de Miss Dauphine, c'était excellent. Isabelle vient porte de vie. Le mec qui revient sur la vanne. Isabelle, alors, donc on vous donne une photo de Nikos, par exemple. Alors là, qu'est-ce que vous voyez pour Nikos alors? Eh ben Nikos, pour moi, Johnny va aller mieux. Pardon? Johnny va aller mieux. Ah là non. Oh merde. Sandek, il va mourir. Moi, j'ai pas tellement envie de parler de lui. Ah bah non, alors on n'en parle pas alors. Voilà. Ah non. Mais bon, quand même, Soyons positifs. La vache, putain. Ok, d'accord. Okay. Bon, alors il y a qui d'autre de mort cette année? Bon, on va parler des vivants. Ah oui. Vous faites les chroniqueurs ou pas? On va tourner, c'est sûr. Quel important, parce que là, elle n'a pas eu une bonne année 2009, c'est Flavie Flamand. Alors, qu'est-ce qui va lui arriver à Flavie? Flavie, je pense qu'elle va... Elle est médium, pas conseillère acédique. Hein. Non, je pense qu'elle va énormément, comment dirais-je, avoir des petites propositions, bouger. Je la sens assez instable, mais instable peut-être par les propositions qu'on va lui faire. Mais je pense qu'elle va avoir une bonne forme et elle peut se trouver à la tête d'une petite émission. Ouais. Et en fait, ce que j'ai vu, ce qui m'a frappé, c'est qu'elle peut avoir aussi une proposition pour faire... un téléfilm ou quelque chose. Comédienne. Peut-être vous êtes trompé, vous avez vu Virginie Efira, c'est une blonde qui joue la comédie, non? Là, c'est Flavant. Flavant. Mais justement, ça m'intéresse. Est-ce que vous connaissiez, parce que ça, en fait, plus que des prévisions, ce qui m'intéresse, c'est votre façon de travailler. Est-ce que vous connaissiez tous les gens qu'on vous montrait en photo, ou est-ce que vous le faites uniquement sur le physique, sans savoir parfois qui c'est? Non, je connaissais pas. Il y a certaines personnes que je connais, bien sûr, comme Denisot, comme... PPDA. Voilà, exactement. Marc-Olivier Fogiel. Et même pour les femmes, vous lisez dans les boules? J'ai pas les boules. Et Delarue, est-ce que ça va mieux se passer pour Delarue, parce qu'il a ça va être très très difficile, parce que dans le milieu de l'année prochaine, je pense qu'il sera en compétition avec d'autres émissions et changer, ou restructurer son émission différemment. Là, pour lui, vous utilisez quoi? De la poudre de perlimpinpin, des choses comme ça? Oui, bien sûr. C'est assez précis quand même. Alors par exemple, moi j'ai une année topissime, quoi. Ça, je vous promets, Laurent. Mais alors là, bravo Laurent. Je vous adore, Isabelle. Il faut faire la fête tout de suite ou pas? Isabelle Vian, elle est géniale. C'est la médium. Moi, Laurent, quand on m'annonce des trucs comme ça, mais ça me fout une pêche en plus. Et qui va passer une sale année alors? Il y en a d'autres ou pas qui vont passer des très très mauvaises années? Joujou. Non, mais je vais vous dire les bonnes, ceux qui vont passer d'abord une bonne année.
Denisot, bon, Pépère. Denisot, c'est une bonne continuité. Le Grand Journal, très bien. Bon. Stéphane Bern qui a une nouvelle émission sur France 2. Aïe. Une émission bien originale où il va prendre des chroniqueurs qui vont tester ce qui se passe. Bon, je pense que son émission. Moi, je sens pas, moi, chérie. Hein. Non, je pense que son émission va bien se passer. Non. Pascal Sevran, on a un espoir de le revoir. C'est l'année du comeback. J'ai un litige avec Stéphane Bern. Ouais. Moi, j'ai touché un truc. Moi, qu'est-ce qui se passe avec Stéphane Bern? Aïe. Je lui avais dit que son émission à la Reine de France allait s'arrêter à la télé et je sais que ça a été dur, quoi. Ah oui, il a mal pris, évidemment. Après. Et Julien Courbet, vous aviez senti quoi? Julien Courbet, c'est moyen pour lui. Ah merde. Et Michel Drucker, dans 40 ans, vous pensez qu'il sera encore là ou pas? Ah, bonne question. Je peux pas répondre. C'est vrai qu'il n'est pas dans la liste, Michel Drucker. Non, mais je pense, lui, il va très bien. Hein. Son émission continue, il n'y a pas de souci. Hein. Bon, alors parfait. Patrick Sébastien non plus n'est pas. Vous n'avez pas lu dans les boules de Patrick Sébastien? Non. Elles ont trop servi. On voit plus rien dedans. Mais attendez, il y avait trop de monde autour. Racontez-moi, ça m'intéresse, parce que quand même, c'est quelque chose, c'est un monde qu'on connaît pas, non, le monde de la boule. des médias, des médiums ou des médias. Oui, vous avez raison. On vous montre une photo. Admettons, alors vous avez une photo. Moi, par exemple, vous avez pris une photo de moi pour connaître mon avenir. Alors. Non, j'en ai pas, mais je vous vois de temps en temps. Je vous vois, je vous ai rencontré. Mais je sais que. C'est inquiétant. Mais où est-ce qu'on s'est rencontrés, Isabelle? Une soirée théâtre où j'avais rencontré Jonathan Serrada parce que je l'avais eu sur en tournée avec Je me voyais déjà ce soir à Grenoble. Exactement. Et j'avais même dit à Jonathan Serrada qu'il n'aurait pas le prix d'Eurovision, malheureusement. Yann Barthès aussi, une bonne année pour lui, pour le petit journal de Canal+. Oui, très bien, bon. C'est un petit chouchou, c'est ce que j'ai dit. Rien à signaler en gros, vous dites en fait. Hein. Non, mais Emmanuel Chin, par contre, je pense... il a des sourcils à se faire. Hein. Mais c'est bizarre, cet homme, je le sens tout de même assez perturbé, assez... Je sais pas, il y a Et comment vous ressentez en fait? Non, mais ça, c'est par contre. Comment vous. C'est quoi? Vous voyez des images? Comment ça se passe? C'est ça qu'on veut savoir. Vous mettez à trembler? Bon, parfois, il y a des flashs sont des espèces d'images, mais il faut les décrypter aussi. Ça fait combien de temps que vous êtes médium, Madame Vian? Depuis toujours, depuis l'âge de 7 ans où j'ai découvert cette médiumnité avec des flashs. Alors moi, ce qui m'intéresse, c'est comment on s'en rend compte la première fois qu'on a un flash ou qu'on est médium. Comment on sait qu'on a un don? En fumant du crack, alors, je pense. C'est vraiment intéressant ce poser parce que comme j'étais avec ma grand-mère dans son château et que nous avons eu des flashs ensemble et que ma grand-mère était une femme plutôt fermée. Puis à force, je me faisais jeter dans les écoles parce qu'on m'appelait la sorcière. Ah oui. Et j'étais dans un collège à Versailles qui était extrêmement difficile et religieux. Le château de sa grand-mère est à Versailles. Ouais, mais ta grand-mère t'accompagnait en balai aussi. Non mais attendez, je vais vous dire un truc drôle. En face, il y avait l'église Sainte-Jeanne d'Arc. Ouais. Et il y a les gamines qui étaient vraiment très mauvaises. Ouais. Elles me disaient toujours, tu mériterais d'être brûlée. Ah, carrément. Oui. Mais est-ce que j'ai une question aussi par rapport à ça. Quand vous avez un flash, est-ce que c'est déjà arrivé au moment où vous avez le flash qu'il y a un court-circuit dans la maison? Écoutez... Ou est-ce que quand il y a un flash, vous recevez l'amende un mois plus tard? Non, là, je peux pas répondre. Plus globalement, est-ce que l'année 2010, et après je donne la parole à Titoff, est-ce que l'année 2010 va être une bonne année pour la France, pour le monde, pour Nicolas Sarkozy, pour voilà quoi, pour tout le monde, parce qu'il n'y a pas que les people et les vedettes de la télé. Non, tout à fait. C'est une année, je pense que vous vous en doutez, il faut pas être médium pour ça. Hein. Oui, voilà. C'est bien résumé. Alors ça, c'est génial. Laurent, vous êtes très intuitif, hein, vous devez le savoir. Donc en fait, en gros, tout le monde va être dans la merde, sauf moi. J'ai pas dit ça, je vous le souhaite, non. Et pour la Coupe du Monde en Afrique du Sud. Ça c'est intéressant. Est-ce qu'on va y aller avec Europe 1? Raymond Domenech. Eh ben écoutez, je me suis pas penchée, mais je crois que oui. Ah, ça va être bon pour nous alors. Oui. Vous pensez qu'ils vont se qualifier? Les Français, vous pensez qu'ils vont se qualifier pour la Coupe du Monde? Je suis pas certaine. Et puis il y a un truc quand même, parce que nous on a tous envie d'aller là-bas en Afrique du Sud faire l'émission pendant la Coupe du Monde. Là, on a fait la demande à la station. On n'a pas encore la réponse de la direction, mais on espère. Moi, c'est pas ça la question que je me pose. La question, c'est si on va tous à Johannesburg pour faire l'émission pendant 15 jours, combien vont revenir vivants? Ah là là. Allez-y, on s'en fout ici. Vous êtes protégés là cette année, vous pouvez y aller. Eh ben super, voyez, touchez-moi. On vous remercie Isabelle Vian, on vous applaudit quand même.
Europe 1, on va se gêner. La question culture générale. Bah oui, il en faut. Pour moi, ça. Et oui, c'est un peu, oui, culture générale, c'est pour vous, Titoff. Je trouve chaque fois en plus. C'est un peu passé inaperçu parce que la nouvelle est tombée le 31 décembre dernier, mais heureusement le Point nous le rappelle cette semaine. Karl Paquette a eu une bonne nouvelle qui lui est tombée dessus le 31 décembre dernier. Pourquoi a-t-on parlé, mais pas suffisamment, le 31 décembre dernier de Karl Paquette? C'est lié au réveillon? Non, pas du tout. Aucun rapport avec le réveillon, mais c'est vrai que c'est pas de chance pour lui, c'est tombé le 31 décembre. Alors c'est vrai que ça lui a pourri sa journée. Bah non, lui c'est au contraire, pour lui c'était une bonne nouvelle, mais les médias auraient pu en parler un peu plus. Et c'est vrai que là c'est passé un peu inaperçu. Il a eu gagné. un prix. Il a un prix, ouais. Il a gagné quelque chose. C'est un sportif. Prix gagné, c'est pas le mot. Un prix, c'est pas tout à fait ça non plus. C'est un sportif, pas tout à fait. Il a non été plus. décoré, il a une distinction. Distinction, oui. Décoré, non. C'est un joli nom, hein, Karl Paquette. Oui. C'est un militaire? Non. C'est en France que ça se passe pour le coup, vraiment rien de militaire. C'est en France. Mais tu dis c'est quand même dans le domaine du sport. Pas du sport, même si évidemment. C'est physique, c'est quelque chose de physique. C'est quelque chose de physique, ça c'est vrai. C'est lié à la navigation? Non, pas du tout. C'est devenu navigation, genre c'est quand même- l'homme le plus fort du monde ou quelque chose comme ça. Ah non, c'est bien plus sérieux que ça. C'est quelque chose dont on parle assez souvent, assez régulièrement. Mais c'est vrai Le plus qu'on- grand, Le plus grand quoi? le plus grand, l'homme le plus grand du monde. Non, je vous ai dit que c'était pas un truc à la con, Isabelle Motro. Ah oui, d'accord. Ouais, mais physique, qu'est-ce que ça peut être? Une invention, une découverte? Et par exemple, on connaît des tas de gens qui, comme lui, ont reçu la même distinction. D'ailleurs, à partir du moment où on reçoit cette distinction, on devient plutôt plus connu que les autres, vous voyez. C'est lié à des études? J'étais sûr que je vous piégerais avec ça. Paquette, c'est un type qui arrive à enfiler une capote dans le noir. Comment Est-ce que c'est le nom un de truc- Paquette C'est un truc qu'il a fait ou Ah, mais c'est c'est-à-dire l'accumulation d'un certain nombre de réussites, Voilà, par exemple. ça vient récompenser une carrière généralement, mais Et donc c'est lui qui a le plus, je sais mais, pas quoi. mais c'est pas une fin de carrière, c'est, on va dire, au milieu de la carrière que ça arrive généralement, ce genre de distinction. Bah, de c'est la lui qui a le musique plus de médailles. De la je sais musique pas. C'est pas de la musique, mais on commence à se rapprocher. Composition, alors c'est un chef d'orchestre. Non. Il y a une cérémonie. Oui, il y a toujours une petite cérémonie. D'ailleurs, celui ou celle qui reçoit cette distinction n'est généralement pas forcément au courant. Et c'est une surprise quand on vient lui dire « Ah, Un disque d'or? non, pas un disque d'or. C'est un chanteur? Non, pas un chanteur. Un musicien? Un musicien, je vous ai dit non, mais on se rapproche. C'est un truc physique et c'est lié à la musique. Un danseur. Ah, bah dites donc, c'est long à venir. danseur, Un danseur. Danseur étoile. Et voilà, Et il voilà. a été nommé danseur étoile le 31 décembre, Karl Paquette. Excellente réponse de Titoff. Mais oui, c'est vrai que Aurélie Dupont, Manuel Legris, par exemple, sont des danseurs étoiles qu'on connaît très bien. Il y en a eu d'autres avant. Patrick Dupont, bon après il a fait la ferme, vrai mais, qu'il a- mais quand même les danseurs étoiles, on en parle dès qu'ils deviennent danseurs Ouais. étoiles. Et le pauvre alors. Ça devient des vedettes. Et ben, il va sûrement devenir une vedette lui aussi, Karl Paquette, né Il en... part au Gay Games ou pas l'année prochaine Alors ça, c'est une légende. Ah bon Les danseurs étoiles sont pas tous, contrairement à ce qu'on pourrait penser, il y en a bien 1 sur 100 qui ne l'est pas. Non mais c'est vrai, Manuel Legris par exemple, ou même le danseur étoile qui est avec, comment s'appelle-t-elle, la Marseillaise Magloire. mais... Marie-Claude Pietragala et son conjoint sont tous les deux danseurs étoiles. Non, vraiment, ça c'est un cliché. Vous êtes vraiment dans les clichés, Joujou. Vous voulez que je vous dise, ça C'est me vrai. déçoit de vous. Ouais. Hein. Ah, je m'attendais pas à ça. Karl Paquette, danseur étoile, qui le 31 décembre dernier a été nommé après la représentation de Casse-Noisette On reste dans le thème, ouais. à l'Opéra Bastille. Mais c'est à la fin, c'est comme ça que ça se passe. Ils sont en train de danser sur scène, et puis à la fin de la représentation, lui ou elle, hein, parce que ça marche pareil pour les danseuses, ne le savent pas. Et d'un seul coup, il y a tout le monde qui, au moment où il y a les saluts et les applaudissements à la fin de la représentation, tout le monde qui se réunit autour du danseur ou de la danseuse, et on vient lui annoncer que ça y est, il est lui nommé. donne une étoile ou il lui donne quelque chose? Non, c'est pas du ski, c'est de la danse. Après la flèche d'argent. Première étoile. Non, mais je sais pas, un truc, tu vois, que ça se concrétise, quoi. Lui, il a fait Roméo et Juliette, Notre-Dame de Paris, Don Quichotte. Rambo 3. Vous êtes con. Mais vous cassez tout, vous brisez tout. C'est beau, vous savez, C'est magnifique. l'opéra et la danse classique. Non, vous n'allez jamais à l'opéra voir des ballets J'aime beaucoup la danse
danse classique. Je trouve ça vraiment très très beau. Qu'est-ce que vous êtes allé voir récemment? Qu'est-ce qui vous a plu alors J'aime bien Roméo et Juliette, Casse-Noisette, c'est très très beau. Par contre, j'aime moins l'opéra par contre. Comme ça, on est. Ouais. Je trouve l'autre beaucoup plus ringard en fait, l'opéra. C'est vrai que quand on va sur Internet, il y a trop d'infos. Ou sur votre page Facebook ou MySpace, cher Gaspard Proust, on voit qu'à chaque fois vous proposez des petits morceaux de musique classique. Non, parce que je drague les pianistes, elles ont des beaux doigts en général. Ah, c'est intéressant ça comme fétichisme. Ouais, je connaissais pas les doigts. T'es excité par les doigts, toi? Ah ouais, je suis très très aimant. Moi. Par exemple, E.T., c'est un mec qui t'exciterait, quoi. On parle d'Elisabeth Tessier, évidemment. Dites, vous savez quoi? Comme la Isabelle Vian qu'on a eue tout à l'heure, là. J'ai un flash, mais c'est le flash de 17h. Et on se retrouve tout de suite après. Laurent Ruquier sur Europe 1. On va se gêner. C'est la deuxième heure d'On va se gêner, toujours avec Isabelle Motro. Entourée de Philippe Alfonsi, Titoff, Jérémy Michalak, Fabrice Eboué et Gaspard Proust. Sans oublier 2 auditeurs qui vont tenter le deuxième challenge du jour. Tiffaine et William, bonjour. 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 Tiffaine est à Brouage, dans les Charentes-Maritimes, c'est ça? Oui, un peu plus bas que Rochefort. On ne doit pas dire d'ailleurs. Soyez précise, soyez précise. On ne doit pas dire les Charentes-Maritimes comme je viens de le faire d'ailleurs. On doit dire Charentes-Maritimes, c'est bien ça? Oui. Et vous dites Brouage, c'est près de La Rochelle alors? Non, plus bas, entre Rochefort et Marennes. Ah, très bien. Encore plus bas que Royan alors? Non, plus haut, Croyant. Plus haut que Royan. Allez, dommage. Ah, bah alors, dites donc, alors c'est pas si loin de La Rochelle si c'est plus haut que Royan. Royan est plus bas que Rochefort. D'accord, mais par rapport à... Laisse tomber Laurent, parce que, Laurent, laisse tomber, parce que d'abord avec l'année 2010 que tu vas avoir, tu n'as rien à péter, quoi. Par rapport à Fort Boyard. À gauche ou à droite? Presque en face. En face de Fort Boyard. Et Fouras. Voilà, un peu plus bas que Fouras. Et la Palisse? Ah, ça je connais pas. Bah, vous connaissez rien, alors. Hein. Moi, je suis sûr que vous habitez pas Brouage. Si. Oh, papa, vous nous racontez des bobards, là. Et vous feriez quoi à Brouage, alors, selon... Restauratrice. Je tiens une crêperie, la Citadelle. Bah alors là, je vais y aller. J'adore les crêpes. Alors, qu'est-ce que vous faites comme crêpes à la Citadelle de Brouage? On fait des crêpes sucrées, des crêpes salées. Ah, super. C'est original. C'est très original. Des galettes. Non, mais je veux dire, il y a peut-être une petite... Comment elles s'appellent, vos crêpes? Elles ont bien chacune un nom, non? On en a plusieurs. On a la bretonne avec des Saint-Jacques et une petite crêpe aussi. Encore. La savoyarde avec des pommes de terre et des lardons. Ouais. C'est des classiques, ça. La mexicaine avec des haricots rouges. Et, non, ça, on l'a Ça pas. s'appelle un tacos. Et la plus marrante, la plus originale? Oh, c'est très classique. La colombienne. Et alors, celle qui marche le mieux, celle que tout le monde prend majoritairement, c'est laquelle? La complète. La complète. Ouais. Jambon, ça c'est jambon fromage avec champignons. Non, jambon fromage œuf. Jambon fromage œuf. C'est sympa les crêperies avec un coup de cidre évidemment. Tout le monde aime. Combien de tables? Oh, on en a une vingtaine. Il va quand même. Ouais. Combien d'employés, l'URSSAF? Aucun. Juste mon mari et moi. Votre mari, vous sympa. Eh ben, on ira tous à la Citadelle, à Brouage, manger des crêpes chez Tiffaine. Vous devriez faire des crêpes avec les noms des chroniqueurs. Ah oui, ce serait bien, marrant ça. La crêpe joujou, la crêpe fourrée. C'est la mini crêpe fourrée au Nutella. La crêpe boubounée au Nutella, c'est pas mal, quoi. J'en ai déjà eu de Nutella. La boubounée, c'est la galette de sarrasin. La Titoff, tu mets 3/4 d'heure à la servir. C'est super calorique. La Motro, elle est très propre. La Alfonsi, c'est la crêpe froide. La Gaspard Proust, elle est vraiment on trouve des trucs dégueulasses. Des feux, William, vous êtes, c'est plus simple, à Maison Alfort. C'est plus facile à identifier. Oui. Et vous faites quoi, vous, à Maison Alfort, William? Je suis chercheur. Qu'est-ce que vous cherchez? Du boulot. Non, je cherche des héritiers. Des quoi? On est là. Des héritiers? Je suis généalogiste. Ah, ça c'est intéressant alors. Ah ouais. Comme le père de Fabrice. Vous n'avez jamais fait l'arbre généalogique de quelqu'un ici alors? Non, parce que je fais pas les arbres généalogiques. Je suis pas généalogiste familial, mais généalogiste successoral. Donc je cherche des vivants, moi. Je cherche pas des morts. Quelqu'un meurt sans héritier et c'est vous qui êtes chargé de savoir s'il y a vraiment personne ou s'il y aurait un héritier quelque part. Exactement. Et s'il y a personne, c'est vous qui emponchez? Tu comprends vite, hein? Non, s'il y a personne, c'est l'État qui empoche. Vous êtes complémentaire avec Alfonsi un peu. C'est ça. Il l'a déjà fait. William, Tiffaine, peut-être vous partirez à Saint-Jean-de-Luz pour un week-end en thalassothérapie, à condition de me dire qu'est-ce qu'une souris végétale
dont les Italiens sont les plus grands producteurs au monde. Qu'est-ce qu'une souris végétale dont les Italiens sont les plus grands producteurs au monde? Souris végétale. C'est une vraie souris? Un kiwi? Un kiwi! Excellente réponse de William. Bah, dis donc. Là, il fait que ça, lui. Et c'est facile pour lui, il fait que ça, il fait que chercher toute la journée. Vous l'avez trouvé sur Internet? Comment vous le saviez? Non, c'est Google. Google, effectivement. Le kiwi a un autre nom en Chine. On appelle ça la souris végétale. Et même en France, quand il est arrivé en France, on l'a ainsi baptisé. Puis bon, c'est un nom qui faisait un peu peur. Hein. Personne ne voulait acheter de souris végétale. Alors finalement, ce sont les Néo-Zélandais qui ont trouvé cette idée d'appeler ça kiwi comme le nom de leur oiseau, parce que c'est un oiseau en fait, le kiwi en Nouvelle-Zélande. Ouais. Et donc le fruit a abandonné ce nom de souris végétale pour se faire ensuite appeler kiwi. Et étonnamment, ce sont les Italiens qui produisent le plus de kiwis dans le monde. Alors là, bravo William. Bravo. Nous, on a la souris. C'est Corinne Ben Simon dans Libération qui, dans sa rubrique Bon Plan, nous fait tout un papier sur le kiwi. Intéressant parce qu'on connaît pas bien finalement On s'y est jamais vraiment intéressé en fait. C'est vrai. Kiwi. Pourquoi vous marrez, Gaspard? La pauvre, je l'imagine, on lui a filé le sujet, tu me pondes 2 pages sur le kiwi. Je l'adore. Sur la souris végétale. Tu verras, ah c'est merde, passionnant. je voulais faire le raisin. Elle doit être spécialiste des fruits. Elle tient une chronique. Oh mon Dieu, c'est pire encore. Je suis spécialiste des fruits. J'ai fait un article sur la banane la semaine dernière. Waouh. Ah là, je me tape les kiwis cette semaine. C'est un beau boulot. C'est sa passion, sûrement. Une investigation sur les carottes. C'est sa passion, puisque elle tient la rubrique Bon Plan, P-L-A-N-T. Et donc là, chaque semaine, alors une semaine elle va faire la tomate, trouvé, hein. l'autre semaine elle va faire. Et là, cette semaine, c'était le kiwi. Tu sais qu'il y a beaucoup plus de vitamine C dans un kiwi que dans une orange. Hein. Alors, Elle pourrait venir faire des chroniques ici, je pense, une fois par semaine. mais le kiwi, en tout cas, moi j'ai appris, riez pas, parce que j'ai appris. Moi, j'en mange beaucoup de kiwi. Moi aussi, j'adore. Le matin, ça donne. Vous l'épluchez comment? C'est pas compliqué, je l'épluche pas. Couteau. Je prends un couteau, je le coupe en deux, et tu vas après, à la petite cuillère, comme un œuf-coq. Voilà. Comme un œuf-coq, le kiwi. Ah non, ça Avec des mouillettes aussi. Alors, ce que je savais pas, c'est qu'il faut pas commencer comme ça sans le savoir à planter des kiwis. Ah bon? Oui, parce que ça devient énorme. Voilà, ça se reproduit. Mais alors à une vitesse hallucinante. C'est-à-dire que si vous commencez à planter un kiwi, 2 kiwis, puis que vous avez un kiwi mâle, un kiwi femelle, mais alors vous allez être envahi par les kiwis. Un kiwi mâle, un kiwi femelle, qu'est-ce que c'est? À quoi on la reconnaît? Bien sûr. On peut avorter un kiwi ou pas? Ah ben vraiment, je vous le dis. Le kiwi mâle, il est plus produit. C'est un animal végétal, le kiwi. Alors l'Italien est le premier producteur mondial devant la Nouvelle-Zélande, puis le Chili. La France est quand même 4e producteur de kiwi. On pourrait penser que ça vient des autres pays. Ben non, on en fait nous aussi des kiwis. Et alors effectivement, c'est un fruit. Il y a des mâles. Le mâle pollinise, évidemment. Il y a les femelles qui fait les fruits abondamment et même très abondamment. Et tu sais qu'en Italie, Berlusconi, on le surnomme le kiwi. Quoi. C'est au cœur de l'hiver que les kiwis se reproduisent, en fait, le plus. Le kiwi nique en Tu vois, je pensais pas que c'était si intéressant, la kiwi, c'est vrai. Le kiwi détient le record de vitesse de croissance de sa catégorie. Il peut fabriquer chaque année 20 pousses supplémentaires de 8 à 10 mètres chacune. Et voilà. Et ça encombre très vite les jardins si vous commencez à... Non, mais vous vous rendez compte un peu, hein, c'est intéressant. Moi, je savais pas. Moi, je pensais qu'avec les Chinois qui étaient là... Il y a une femme dans le public, elle est bouche bée, quoi. Je savais pas que le kiwi femelle était une femme facile. Moi, je pensais que c'était quelqu'un d'assez... Très productif. À mon avis, on n'a pas beaucoup de questions en deuxième heure. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai que si le kiwi femelle se reproduit facilement, enfin que les femmes sont... Si un autre fruit rencontre un kiwi qui dit quelle salope, quoi. Vous partez, cher William, vous qui êtes spécialiste plutôt de la poire, en plus, bravo d'avoir su répondre sur le kiwi. La poire William. C'est mon émission préférée le vendredi, moi.
Attends. Et ça fait 20 ans que les gens l'encouragent là-dedans. Et si Tiffen avait gagné, qu'est-ce que t'aurais dit? Ah, si Tiffen avait... ça c'est moins facile. C'est moins facile. Il y a des crêpes au kiwi peut-être chez Tiffen. Peut-être, il y a des crêpes au kiwi, Tiffen? Non, il n'y en a pas. Non, c'est à pas la pomme et au caramel au beurre salé, mais pas au kiwi. C'est pas une crêperie végétarienne, attention, on est au cœur des champs. Vous aviez Google aussi, Tiffen? Ouais, mais j'ai pas été assez rapide. Eh oui, voilà. Voilà, ça va être Gainsbourg. Hein. Et c'est vrai, Tiffen gagne le coffret Serge Gainsbourg, album best-of en 2 volumes, pendant que William, lui, partira à l'hôtel Eliantal Saint-Jean-de-Luz pour une escapade sensation avec accès direct à la plage à Saint-Jean-de-Luz. Vous êtes content, William? Très content, merci beaucoup. Eh ben, on vous embrasse tous les deux, c'est parti. Merci. Pourquoi parle-t-on beaucoup de la boule rouge aujourd'hui dans la presse? La boule rouge. Ça va avoir avec les jeux? Voilà une question énigmatique. La Avec boule quel de jeu? roulette? Du tout. Avec le loto? Non plus. C'est un établissement, la boule rouge. Bravo, c'est un établissement, à côté de la boule noire. rouge. C'est un nom de bordel, ça, je trouve, la boule Très rouge. bien, je le note. C'est un bar? C'est pas un bar. C'est un club de jeu? Non plus. C'est un établissement parisien. Parisien, c'est vrai. C'est un bistrot? C'est pas un bistrot. C'est un Vers restaurant. Pigalle? C'est pas vers Pigalle. C'est un restaurant. J'y suis allé, moi, je crois, à la boule rouge. Donc c'est un C'est un restaurant. truc de billard? Non. Mais c'est un backrooms restaurant, oui. Oui, c'est un restaurant. C'est quoi, Les backrooms? Monsieur, je ne fréquente pas les backrooms. À Paris, en tout cas. Alors, la boule rouge. Bon, alors c'est un restaurant C'est un resto. Bon. qui fait un truc spécial. donc. Ah bah oui, c'est vrai que c'est un restaurant qui a sa vraie spécialité. D'ailleurs, on y court parce que c'est excellent, il y a une excellente réputation. Mais pourquoi on en parle aujourd'hui? Ah, aujourd'hui. Eh oui. Ben oui, aujourd'hui, c'est l'actualité, le principe de l'émission. Non, mais aujourd'hui, vendredi 8 ou c'est en ce moment? Oui, aujourd'hui, on est vendredi 8 janvier Oui, non, mais 2010, ils font un truc 21e en ce siècle. moment, Moi, j'ai tout lu, je vois pas. Non, il y a quelqu'un de connu qui va y aller. Non, ça justement. Ça appartient à une célébrité. Justement, non. Ah, c'était le restaurant il va y préféré de aller. Philippe Seguin. C'était le restaurant préféré de Philippe Seguin. Bonne réponse de Jérémy Michalak. On y mange le couscous à la boule rouge. C'est un restaurant tunisien très réputé. Je crois d'ailleurs y être allé avec Pierre Bénichou manger un couscous là-bas. C'est un des meilleurs, bien qu'il ne soit pas tunisien, Pierre, mais c'est un des meilleurs couscous de Paris. Et il est où ce resto? Je crois que c'est du côté des Folies Bergères, si ma mémoire est bonne. Et on rappelle que Philippe Seguin avait un appétit d'ogre dans Libération aujourd'hui. En quelques semaines, il pouvait prendre 30 kilos supplémentaires. Il avait un appétit de pantagruel, nous dit le journaliste de Libé, sauceur de plats gras. Il n'hésitait pas à piquer dans l'assiette du voisin si ses commandes arrivaient après la vôtre. C'est le truc que je déteste. Qu'on prenne dans mon assiette, alors ça, je déteste ça. Et les femmes sont spécialistes quand tu invites une fille à dîner, elles ne mangent rien parce qu'elles sont en régime, et elles finissent tout dans ton assiette comme ça, à piquer en parlant comme ça. T'invites des filles comme ça, toi? Ouais, très rarement, mais ça m'est arrivé une fois. Et il pouvait aussi, pendant les dîners d'après-meeting, dévorer tout sur une table, nous raconte le même journaliste. Et dans son coin, là, on entendait sa voix uniquement pour demander un plat ou une bouteille qui était trop éloignée. Alors, il était assez porté aussi sur l'apéro lors des campagnes électorales. Écoute, Laurent, je trouve que c'est un bel hommage que tu rends là. Bah oui, parce que c'était un bon vivant. Ouais, mais à Streetball, on va arriver au club échangiste très rapidement. Non, et puis après un bon cigare, il adorait faire venir quelqu'un. Non. Après une petite poire, un bon cigare, il a adoré. Mais non, c'est parce que on nous décrit l'homme bon vivant, énormissime qu'il était. Moi, j'étais au même club de sport. J'étais au même club de sport. Vous l'avez déjà dit hier, ça. Oui, mais c'est vrai que Chez Castel. Ouais. C'est vrai que pour perdre ses 30 kilos, Mais c'est vrai qu'on vous imagine ni lui ni vous au club de sport. Bah ouais, c'est un club de sport un peu spécial, quoi. C'est un club de sport, il faut préciser, il m'a emmené une fois. C'est le seul club de sport à Paris, c'est en dessous le nôtre. Je sais pas si tu vas dire le truc, c'est que quand tu fais ton sport, toi, tu prends une pâtisserie, quoi. C'est super. Alors on nous raconte en termes d'alcool que pour l'apéritif, d'abord, il fumait aussi en même temps qu'il prenait l'apéro, des cigarettes sans filtre, gitane, parfois des blondes. Parfois en chocolat aussi. Il enquillait ballon de rouge, bière, whisky surtout, c'était son péché mignon. Il mettait l'eau directement dans la bouteille de pastis. Le whisky. Dès le matin, il vous versait un plein verre de whisky lors d'un rendez-vous, en parlant foot d'abord, puis politique, qui était fan absolu de sport. Habitué des restaurants tunisiens de couscous, il affectionnait tout aussi particulièrement les cuisines
cuisine niçoise et italienne. Avant de les avaler, il repliait en deux les parts de pizza XXL qu'il se faisait livrer. Pardon pour sa famille, mais finalement, il a eu une longue vie. Hein. Mais c'est vrai, quand tu lis ça, tu te dis, bah alors, quelle résistance. C'est un exploit d'être allé jusqu'à 66 ans. Parce que le whisky du matin, quoi, la cour des comptes, t'imagines. Alors, à peu près. C'est énorme la description. C'est pas moi qui invente. Hein. Je vous lis la presse d'aujourd'hui. C'est pas moi qui lui rend un hommage un peu spécial. C'est ce que vous pouvez lire ce matin dans les journaux. C'était un drôle de type, hein, parce que vous savez qu'il a fait de la politique un peu par hasard. Hein, t'as démarré quoi, c'est ça. Parce que il a fait de la politique un peu par hasard. Quand il faisait ses études de droit, il allait à Marseille régulièrement pour essayer de se faire embaucher au journal Le Provençal. Tu seras payé le même prix même si t'en fais deux. Et il était avec Sacomano et Micène. Eugène Sacomano. Et son rêve, c'était de devenir journaliste sportif. Ouais. Voilà. Il a raté sa vie en définitive, ce monsieur, parce qu'il est devenu politicien. Quelques titres et quelques fonctions, on l'a rappelé hier. Il y avait déjà Pierre Ménès. À la Fédération française de football. La personnalité disparue de la semaine dont vous vouliez nous parler, vous, Philippe. C'est vrai que Philippe Seguin en a beaucoup parlé depuis hier matin et à juste titre. On a un peu moins parlé, même s'il y a eu quelques échos quand même, de la chanteuse Lassa. Nous, on a quand même diffusé une de ses chansons cette semaine, une chanteuse américano-mexicaine, Lassa de Sala, que vous affectionniez particulièrement. Oui, absolument. Oui. Lassa n'était pas seulement une chanteuse étrange et envoûtante. Lassa, avec son petit museau pointu là, et puis ses yeux félins, c'était aussi un elfe, c'était parfois un lutin et toujours une fée. Et il faut croire que de jour les fées, ça meurt aussi, puisque donc elle est partie lundi. À 37 ans. Lundi, à 37 ans, après s'être battue pendant 21 mois contre une saloperie de cancer. Cancer du sein, faut le dire, pour les femmes absolument. qui redoutent d'aller faire des mammographies. Mon Dieu. Bon, je ne connaissais pas Lassa personnellement, mais c'était quand même, pour moi, devenu une amie. Sa voix de gorge, douce et fêlée, une voix latino-blues, on pourrait dire, hein, une voix qui avait aussi de temps en temps des accents tziganes et des accents yiddish, a accompagné tant de mes soirées câlines et toutes mes soirées tristesse quand le câlin s'était barré, qu'elle m'était devenue littéralement indispensable. C'était l'une de ses grandes qualités d'ailleurs à Lassa, c'était de savoir non seulement métisser les musiques, mais aussi marier avec un certain bonheur la joie et la tristesse. Dans toutes ces chansons de Lassa, il y avait un fond de blues, il y avait un fond de douleur qu'elle savait rendre beau, et elle avait d'ailleurs, elle disait souvent avec un humour un peu désespéré comme ça: je devrais remercier tous les hommes qui m'ont plaqué parce qu'ils m'ont permis d'écrire toutes ces chansons. Il faut dire qu'elle avait quand même une vie un peu particulière. Là, ça, c'était pas le genre de femme qu'on épouse et à qui on fait des gosses. Elle était quasiment née sur la route, hein. Elle avait des parents hippies. Un papa mexicain, voyageur. Si elle s'appelle Lassa, c'est parce que c'est le nom de la capitale du Tibet, auquel rêvaient les parents. Hein. Oui. Elle est née en 72. C'est vraiment les babacools, quoi. Complètement, plus que babacool. Hein. C'était des vrais beatniks. Hein. Elle est née en 72 à Big Indiana. Ça vous dit peut-être rien. C'était le haut lieu de la culture, de la contre-culture américaine, à mi-chemin entre New York et Woodstock. Et son père était donc un Mexicain, professeur d'espagnol, sa maman une Américaine, comédienne, photographe, peintre, etc. Et qui, toute jeune, l'ont embarquée sur la route, là, un peu dans le sillage de Kerouac, et à bord d'un bus, toute la famille, les sœurs, les frères, etc. Ils étaient partis comme ça dans un voyage interminable et sans but, traversant les États-Unis, traversant le Mexique. Alors bien évidemment pas d'école, hein. Pas d'école, pas de télévision, une éducation qui est délivrée un peu libre, délivrée par les parents, et puis à chaque étape, la découverte d'une nouvelle culture, la découverte d'une nouvelle musique. À 13 ans, ses parents se posent enfin à San Francisco, et tout de suite, elle se précipite dans les bars pour chanter le blues. À 19 ans, elle se tire rejoindre ses sœurs qui sont trapézistes au Cirque du Soleil à Montréal. Elles aussi, vous voyez, elles ont attrapé le virus du cirque sur la route. Et là, les choses sérieuses commencent pour elle. Elle rencontre alors, il faut vous imaginer cette toute petite bonne femme, le crâne rasé, qui va dans les clubs le soir et qui chante a cappella, des chansons de Billie Holiday. Ça fait un tabac à Montréal. Il y a un guitariste très connu là-bas qui s'appelle Yves Desrosiers qui la remarque. Et là, les choses sérieuses commencent. Elle se met au boulot. Il lui apprend la musique. Elle se met à écrire.
Et ensemble, ils font son premier disque qui s'appelle Llorona, et ce qui veut dire la pleureuse. C'est un personnage légendaire aztèque qu'elle a découvert en faisant la route avec ses parents. Et dans ce premier album, dont certaines chansons sont écrites avec son père, elle chante tout en espagnol. Mais elle mélange déjà les musiques traditionnelles mexicaines, la musique de jazz, la musique tzigane, comme je vous disais tout à l'heure, yiddish. Et aussitôt, c'est un énorme succès. 700 000 exemplaires vendus au Canada et en France. C'est pas Michael Jackson, mais c'est pas mal pour un premier album. Ça devient un album culte. Elle commence des tournées et bizarrement, le succès lui fait peur et elle disparaît pendant 6 ans. Et en 2009, elle fait son dernier album qu'elle appelle tout simplement Lhasa, comme si c'était son nom déjà sur sa pierre tombale. Et c'est le disque qui vient de sortir. Et elle était au Bouffe du Nord en avril dernier sur scène. Je crois qu'Europe 1 va rediffuser justement le concert, là. Je crois que c'est samedi. Et en tout cas, vous, Philippe Alfonsi, vous avez choisi une chanson de son premier album qui s'appelle El Desierto. Europe 1, on va se gêner. Do, ré, mi, fa, si, liado. Serge Liado. Alors là, attention, ça va vous intéresser, Fabrice Eboué, parce que Serge va nous parler aujourd'hui du point G. En effet, il y a des scientifiques britanniques qui disent que le point G n'existerait pas. C'est bien ça, Serge ? Ouais. D'après eux, c'est une légende. Une légende, c'est une connerie. Peut-être ils ont mal cherché. Hein. Pas de zone érogène. La fameuse zone érogène féminine n'existerait pas. Voilà. Si c'est faux, c'est pas grave. Hein. Ça voudrait dire que ce sont des charlatans. Mais si c'est vrai, ça veut dire que le monde est peuplé de simulatrices et de fanfarons. Et même chez ceux qui prétendent qu'il existe, les témoignages quant à sa localisation divergent. Alors, où est le fameux point G ? On en a parlé. Bon, quand même, les filles ne s'évanouissent pas non plus comme ça par hasard, quoi. De nombreuses chanteuses et de nombreux chanteurs ont parlé du point G. Ouais, de nombreux témoignages. Un casting très brillant. Pas que des chanteurs et chanteuses, vous allez le constater. Ce sont des scientifiques britanniques qui ont mis fin à la légende. Le point G, zone érogène, synonyme de plaisir sexuel intense chez la femme. Le point G, donc, n'est qu'un mythe. Le point G... Ça n'existe pas. D'après les experts, qu'est-ce que j'apprends ? C'est écrit dans le journal. Le point G. C'était pas vrai. Non, pas non plus. Nous n'avons fait que trop y croire. On m'a menti et on t'a menti. Il était là. Il a disparu. Il était où, hein ? Il était où ? C'est vers le haut, c'est à 2 phalanges de doigts, quoi. Comment trouver le point G ? On a une carte, on va voir. Quand on rentre, on a l'arche et plus loin, vous avez 2 galeries qui se font face. Juste avant d'arriver à la On va pas faire le GPS. Je le cherche. Où est-il ? Je suis à la recherche de mon point G. Est-ce que vous pouvez me dire où il se trouve ? Au fond du couloir, la porte à droite. Tout au fond, vous trouverez bien. Je le cherche partout. Il avait mis le doigt dessus. Le point G. Oui ? Est-ce que c'est vrai que ça existe, ça ? Absolument. Ah bah chez moi il est bien cassé parce que j'essaie de le trouver depuis 1 heure et je n'y arrive pas, docteur. Essayez de localiser votre point F et votre point H. Quelques Tarzans dénaturés jettent leurs cigares allumés pour mieux explorer le point G. Des petites jeans, allez, allez. On termine par Brigitte Fontaine, évidemment. Moi j'avais Gilbert Bécaud, Gottener. Mais c'est la seule, effectivement, Serge Liado a parlé du point G. C'est une grosse escroquerie, votre truc, là. Vous nous avez mal expliqué encore. Et puis il y avait les poètes en plus. Qu'est-ce que j'ai mal expliqué ? Il n'y a aucune chanson qui parle du point G. Est-ce que vous avez fait en fait Oui, une ou deux, oui. Il s'en fout, c'est n'importe quoi, alors. C'est un dossier. Mais fallait nous le dire, fallait nous expliquer ce que c'était. En fait, vous avez pris des journalistes ou animateurs qui parlent du point G et vous avez complété leurs phrases par des chansons qui, elles, n'ont rien à voir avec le point G, à part la dernière. C'était une enquête à la recherche du point G. Parce que attends, nous on bosse encore, quoi. On est vendredi, on n'est pas encore en week-end, quoi. Enfin, expliquez-le aussi avant, vous voyez. Je crois que pour toi, c'est un point final.
Non, les recherches continuent, mon grand. C'est vraiment n'importe quoi, Serge Jadot, ce que vous nous faites en ce moment. Vous fumez, hein? Non, j'ai pas repris. Non, j'ai pas repris. Là, On dirait l'ancien toxico repenti, tu sais. Ah bah bon, écoutez, non mais c'était pas mal quand même. Mais c'est vrai que si vous nous l'aviez mieux expliqué avant, on aurait encore plus apprécié, voyez-vous, Serge. Je vous l'explique après. C'est dommage qu'on soit en direct. Allez, à lundi quand même. Où peut-on trouver des œufs de poulet et de l'huile de requin? Des œufs de poulet? C'est dans un magasin spécifique? Non. Dans un restaurant? Il y a un piège là, non? Comment ça, il y a un piège? Les poulets? Dans Harry Potter? Comment ça, il y a un piège? Mais les poulets, ils font pas d'œufs. Les poules qui font des œufs. Si là, manifestement, on y a à partir d'œufs de poulet et d'huile de requin. C'est une recette de cuisine? Oui, pas de cuisine. C'est les poulets. Dans le vaccin contre la grippe A. Excellente réponse de Jérémy Michalak. Ce qui prouve que c'est une escroquerie. Attends, des œufs de poulet, c'est un peu spécial. Non, parce que c'est qu'il y a eu une rumeur et la presse. Du porc. Voilà, la presse a été obligée de faire des démentis pour rassurer la communauté musulmane. Parce que certains musulmans ont cru une rumeur, une légende urbaine qui disait qu'il y avait du porc dans le vaccin contre la grippe A. Alors, Total, on nous a donné. Alors que oui, il n'y a pas de porc, il y a des œufs de poulet et de l'huile de requin. Mais tu sais, je crois qu'il y a aussi un petit peu de lait de taureau. On dirait vraiment une mixture de sorcières, tu sais. Un peu de poulet, de l'huile de requin et quelques plumes de hibou. Et avec ça, Laurent Ruquier va passer une bonne année 2010. Vous croyez que c'est Roselyne Bachelot qui fabrique ça elle-même? Alors dans sa cuisine, les œufs de poulet? Elle est là, elle a une grande marmite Roselyne. Avec ses crocs au pied là. Et elle est là, elle touille l'huile de requin. Le revirement de situation là. Alors oui, vous pouvez vous faire vacciner chez votre médecin. Alors maintenant, vous êtes médecin sans bon. On s'en fout quoi. Vous avez vu que Roselyne, quand même, il y a un truc formidable, a disparu de son CV le fait qu'elle a été pendant des années à la communication d'un très gros laboratoire de pharmacie. Et ça a disparu du CV, bien évidemment. C'est tout à fait étonnant quand même. Oui. Elle a bien fait de la com pour eux, là, cette fois-ci. Là, bon, elle a et il bien faut quand continué même son boulot. rappeler, parce que l'autre jour, c'est vrai que c'était assez amusant au journal de Laurence Ferrari de la voir se défendre, et on la comprend face aux accusations, la ministre de la Santé. Mais bon, à un moment donné, elle a commis un petit impair. D'ailleurs, elle n'a pas voulu le répéter quand Laurence Ferrari lui a demandé, mais vous comparez ça à l'histoire et à l'affaire du sang contaminé? Laurence Ferrari s'est un peu accrochée, lui a demandé 2 fois, puis là, elle répondait plus, parce que c'est elle qui a commis cette maladresse de vouloir comparer les deux, alors que peut-être elle aurait pu au moins comparer ça à la canicule 2003. Mais évidemment, la canicule 2003, c'était sous un gouvernement de droite, donc évidemment, elle n'allait pas le faire. Et en plus, surtout, ça a été dit dans la presse, c'est pas moi qui m'en rappelle, mais je le répète parce que quand même c'est intéressant. Il faut quand même se rappeler qu'au moment de la canicule 2003, c'est Roselyne Bachelot qui était ministre de l'Environnement et qui disait, souvenez-vous, pendant l'été, oui, il va faire très chaud, mais il suffit de mettre sa voiture à l'ombre. Ah oui. Et puis il faut éviter la climatisation. Ça, quand même, tout le monde avait oublié ça. Oui, c'est quand même la même qui nous disait pendant la canicule 2003, bah mettez votre voiture à l'ombre. Et qui maintenant nous dit, allez, faites-vous vacciner. Enfin, quand même assez incroyable. C'est super bien Roselyne Bachelot avec la mouette, c'est vraiment les deux trucs. C'est les deux nouveautés. Mais ça ajoute au texte, vous savez. Mais les gens apprécient, vous savez. Ça enrichit quoi. Jaloux. Ils vont en faire quoi finalement des vaccins? Ils distribuent là maintenant, tout le monde. On peut aller là. Et si tout qui en veut en aura. Et il y a pas des gens qui vont se faire vacciner, mettons, plusieurs fois? Ah bah non, ça sert à rien. Alors pourquoi on irait se faire vacciner? Jamais, il y a des gens qui se disent, au cas où ça on marche les a pas. sur les bras, c'est vrai, mais pas au point de se faire vacciner. Qui d'ailleurs, alors, faisons Alfonsi, toujours pas? Non plus. Isabelle non plus. Titoff non plus. Pneumo 23, moi. Moi j'ai fait ça. Parce qu'en fait, c'est des complications. Il était moins cher, on m'a dit, à la fin, je dormais, quand on m'a fait le vaccin. Vous êtes fait piquer, vous, dans un carrefour pendant que vous voliez? D'ailleurs, je devrais pas dire ça, parce que vous avez vu, il paraît que la vidéo est terrible des vigiles du carrefour qui ont arrêté un garçon qui volait des bières, un pack de bières. C'est monstrueux. J'ai pas vu. Ah oui, ils l'ont massacré. Enfin, il faut positiver. Ah oui. Europe 1, on va se gêner. Le livre de la semaine.
L'homme qui ne savait pas dire non. Un roman signé Serge Joncourt, publié chez Flammarion. C'est ce livre que je vous ai demandé de lire pour nous, Isabelle Motro, Gaspard Proust et Philippe Alfonsi. Alors, cet homme qui ne savait pas dire non, ça vous a plu, Isabelle Motro? Je dirais ni oui ni non, du coup. Eh oui, évidemment. parce que vous savez pas dire oui, pas dire non, mais quand même, c'est pas mal. C'est extrêmement curieux, parce que ça parle de quoi? C'est effectivement un homme qui ne savait pas dire non, mais au sens propre. C'est-à-dire ce type, on ne sait pas très bien quand, et lui non plus s'en souvient pas, mais il y a eu un moment dans sa vie où il est devenu incapable de refuser ou de dire non à une proposition ou à quoi que ce soit d'ailleurs. Et donc ça lui provoque une vie un peu infernale, parce qu'on lui demande de venir filer un coup de main, il peut pas dire non, etc., etc. Oui. Donc pour essayer de compenser ce truc-là et pouvoir dire oui, pouvoir dire non, de nouveau, il va faire partie d'un atelier d'écriture, voilà. Et puis, grâce au maître qui dirige cet atelier, il va peu à peu reconquérir sa vie, quoi. Apprendre à dire non. Voilà. Ce qui m'a plu, c'est pas tellement l'histoire, au fond, c'est surtout la façon d'écrire de Serge Joncourt, parce qu'il faut dire qu'il y a à la fois il y a l'histoire de sa vie, et puis il y a ce qu'il écrit dans ce fameux atelier d'écriture, et ça c'est magnifique. C'est-à-dire qu'il remonte au temps des cavernes, aux hommes des cavernes, et il décrit comme ça comment le langage est apparu dans la vie des êtres humains. Et c'est magnifique. L'histoire elle-même, c'est vrai que je me suis moins attachée, mais j'ai beaucoup apprécié le style d'écriture de Joncourt. Voilà. Il y a des dialogues de la période des hommes des cavernes? Non, ce sont des Alfonsi. C'est très curieux parce que ce roman, d'abord, il ne dit pas son nom. C'est ce qu'on appelait au 18e un roman philosophique. Parce qu'il sait pas dire son nom. Voilà, parce qu'il sait pas dire non. Oui. C'est ce qu'on appelait au 18e un roman philosophique. Bon voilà, c'est une réflexion sur alors, de ce point de vue-là, c'est intéressant. Du point de vue du roman, au début, je me suis dit, non, il va pas nous emmerder à nous dire à chaque fois que je drague une bonne femme et que je peux pas lui dire non sur ceci ou cela. On va pas tout décliner. Bon, ça commence comme ça et au début, on est un peu énervé en disant, mais attends, il va pas nous faire toutes les situations où il faudrait dire non et on ne le dit pas. Bon. Là où ça devient intéressant, c'est sur le roman philosophique lui-même, c'est-à-dire qu'au fond, ce que n'a pas expliqué Isabelle, c'est qu'il il est lui-même sondeur. C'est un sondeur. Et il invente, et ça je trouve ça très très drôle, il invente, sans le faire exprès, puisqu'il ne sait pas dire non, il invente pas non plus le QCM, mais il invente le QCU, c'est-à-dire la question, la question à réponse unique. Ah oui. Et c'est-à-dire c'est non, c'est oui ou oui. Oui ou non, c'est oui ou oui. Et son patron l'embauche littéralement pour faire des enquêtes politiques, pour faire parce qu'il trouve mais ça existe. Il y a des sondages. Mais voilà, exactement. Et en réalité, c'est là où c'est un roman philosophique. Est-ce que vous trouvez le gouvernement de Nicolas Sarkozy efficace, très efficace, absolument efficace ou efficace? Ou efficace, voilà. C'est ça. Mais c'est exactement. Il y a des sondages. Et il démonte un peu comment, dans cette société du consensus où tout le monde est d'accord et tout le monde est heureux, tout le monde trouve ça très bien, etc. Il ne peut plus dire non jamais. Bon. Et on utilise ça pour nous bourrer le crâne et pour nous faire, et même il donne des exemples tout à fait marrants où il va chez des gens pour, en réalité, leur faire dire qu'ils ont envie, non plus de travailler dans l'usine d'à côté, mais d'aller travailler en Roumanie pour pouvoir être plus près de chez eux, pour pouvoir gagner. Ça, c'est des morceaux de bravoure. Et ça, c'est vraiment, et c'est tellement proche de ce qui se passe et de la réalité qu'en effet, là, le roman devient intéressant. Le roman philosophique devient intéressant. Bon, c'est un exercice dont je sais que notre ami Proust va dire beaucoup de mal, mais il n'empêche que c'est un roman intéressant, intelligent de ce point de vue-là. C'est plutôt positif ce que vous nous dites. Et Motro et Alfonsi, l'homme qui ne savait pas dire non à un roman, donc signé Serge Joncourt chez Flammarion. Ah, vous savez que Gaspard Proust n'a pas aimé. Moi, j'en sais rien encore. Gaspard. Non. J'aime pas. C'est un peu vite dit, mais en même temps, c'est assez juste. Non mais le truc, c'est que moi j'ai reçu le livre extrêmement tard. Oui. Donc contrairement à mes camarades, j'ai pas eu le temps de le lire. Mais ce qui, je pense du coup, me permet de faire enfin une vraie critique de journaliste. Alors avant de commencer, il faut avoir le courage de dire que c'est un livre de Serge Joncourt et qu'en plus il en est l'auteur. Il faut signaler aussi que c'est une voix singulière puisque c'est lui seul qui a écrit tous les dialogues. Alors que dans le roman, je pense qu'il y a plusieurs personnages très différents et profondément pas tous pareils. Le livre est traité sous forme de roman, c'est ce qu'on voit sur la couverture, et je dirais même de nouveau roman puisqu'il écrit en Times New Roman.
Et d'ailleurs, petite critique, moi j'aurais aimé trouver dans les remerciements de l'auteur un petit mot pour Word ou Windows, mais enfin bon. Mais je veux pas être injuste, ce livre n'est pas coupé des réalités technologiques, puisqu'à son verso il possède un code barre. Sans doute un clin d'œil de l'auteur, code barre qui permet à une caissière de distinguer ce livre d'une boîte de yaourt. Alors maintenant qu'on a examiné le fond, intéressons-nous à la forme. Le roman est, et il faut le souligner, remarquablement bien écrit, vraiment remarquablement. Dans le titre comme dans le résumé, nulle trace de faute de syntaxe. Et je vais même plus loin, pas une seule faute d'orthographe. Alors que rien que le titre est un morceau de bravoure. L'homme qui ne savait pas dire non. Quel remarquable sens de la concordance des temps. Même si à titre perso, je serais pas été moins gêné s'il aurait choisi un autre titre. Alors le titre a fait couler beaucoup de laserjet, enfin d'encre. C'est là toute la modernité de l'auteur, parce qu'aujourd'hui on nous bassine beaucoup avec, je sais pas comment, Albert Camus, cet homme qui ne savait justement que dire non. Je rappelle qu'un enfant qui ne sait que dire non, c'est un enfant qui reste bloqué au stade anal, donc vers 5 ans à peu près. Et j'ai pas peur de dire que Camus est vraiment un écrivain assez surévalué. Enfin, on sous-estime d'ailleurs beaucoup l'apport du producteur de Johnny à la conservation de la mémoire d'Albert. Je rappelle que Camus a écrit le mythe de Sisyphe, une apologie d'un homme qui remonte à chaque fois une pierre qui tombe d'une montagne. Camus y voit un homme libre. Moi, j'y vois un idiot. Dommage que pas Bénichou. Mais le titre de Joncourt, moi, je l'aime bien. C'est un écrivain engagé qui nous rappelle quand même cette triste réalité. Ces hommes qui emboîtent à 4h du matin lorsque sur les parvis discothéqués des lumières criardes où se trimoussent les attentes dernières des femmes en mal de réchauffement entre cuissards. Ces hommes qui se font aborder par ces femmes et qui leur disent « Désolé, je peux pas, je garde la bière à mon pote ». Je vais quand même revenir, c'est vrai que j'ai reçu il y a 2 jours et je pense que c'est mal respecter un livre que de le lire trop vite et je vais donc préférer ne pas le lire du tout. Ne pas le lire du tout. Merci Gaspard Proust, l'homme qui ne savait pas dire non. C'est chez Flammarion. Europe 1, on va se gêner. Ciné. Motro. Pampan. Bonjour Monique Pantel. Bonjour mes meilleurs vieux pour la Laurent. Oh bah écoutez, et pour l'équipe aussi. Ça vous fait une nouvelle année quand même Monique. Oui, ça c'est dur. Et puis surtout ça commence très mal. Je suis pas du tout de mauvaise humeur. C'est juste le cinéma de ce début d'année qui m'enquiquine. Alors je siffle. Je vous comprends parce que c'est vrai que les films sortis cette semaine, on peut pas dire... Si, il y a quand même le Clint Eastwood, non? Non, c'est la semaine prochaine. Ah, c'est la semaine prochaine. Vous sautez les plombs déjà. Et oui, c'est la semaine prochaine, le Clint Eastwood. Aïe, 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 aïe. Alors, le siffleur qui est sorti. Le siffleur. Je l'ai vu, le siffleur, moi aussi. Bon, eh ben par rapport à ce qu'on voit, c'est quand même un tout peu plus marrant. Ah oui? Et puis surtout, il faut pardonner parce qu'il n'y a rien de bien. Donc là, François Berléand, il fait du mieux qu'il peut. Les autres aussi. Ça casse pas 3 pattes à un lapin, mais bon, on se contente de ce qu'on a. C'est drôle quand même. Et Virginie Efira alors? Elle est mignonne. Hein. Ah non mais les comédiens, ils sont pas mal, les même Berléand. Eh ben, vous m'avez pas laissé le dire. C'est bien filmé quand même et bien joué. Et puis c'est joli, on voit le Carlton où j'ai passé 20 ans. Mais enfin, c'est pas réussi du tout ce film. Non. C'est une catastrophe, vous voulez dire. Non mais Bon bah ça marche pas, ça marche quand même. C'est la deuxième sortie de la semaine quand même. Franchement, hein. on peut pas dire aller voir le siffleur, quoi. On peut pas dire aux gens d'aller dépenser 20 € pour voir le siffleur. Quoi. Tu crois qu'ils vont se faire siffler? 20 €, je sais plus combien c'est. Ils vont se faire siffler, oui. Non mais c'est une histoire de jumeaux et tout. Non, franchement, c'est pas possible. Isabelle Motro, vous l'avez pas vu vous? Non, je l'ai pas vu, mais alors là, je vais pas aller le voir, je pense. Hein. Non mais les comédiens, eux, s'en sortent plutôt bien. Oui, c'est oui, vrai. oui. Berléand, l'ermite, il y a Fred, Omar et Fred, Virginie Efira, Clémentine Célarié, mais enfin c'est bon, voilà, c'est du déjà vu quoi quand même. Et puis surtout, ils se sont pas donné la peine d'écrire un scénario. Ben, c'est ça. C'est le problème. Quittons le siffleur pour parler de Bright Star. Après, on parlera de Brice. 2 films. Il y a beaucoup de films réalisés par des femmes cette semaine. Alors, Bright Star, c'est réalisé par Jeanne Campion. Celui-là, vous l'avez vu, oui, Isabelle. Moi, j'ai beaucoup aimé, contrairement à Monique, je crois qu'il a détesté. Alors, Monique, un mot sur Bright Star. C'est les amours sinistres de Keats, un poète dont on n'a rien inséré, et de sa voisine. Rassurez-vous, il se passe rien, surtout pas au lit.
À la fin, le malheureux meurt, mais il avait 25 ans, mais c'est pas notre faute, on n'a rien fait pour ça. Pourquoi Jane Campion, après sa sensuelle leçon de piano, a fait ce film frigide, on ne sait pas. Isabelle, alors vous... Mais non, c'est tout l'inverse. Ah oui. C'est une fabuleuse histoire d'amour, hyper sensuelle justement, magnifique. Bon, c'est très classique comme réalisation, c'est vrai, mais c'est d'une beauté. C'est très enquiqué, non? Mais pas du la tout. Vérité. Non, mais on t'as demande aux spectateurs. Tu as dormi. Ça marche. J'ai pas du tout dormi. Alors oui, ça marche. Vous savez que Avatar écrase tout, hein. Donc quand je dis que ça marche, c'est la meilleure sortie de la semaine. Ben oui. Mais ça marche un peu. Moi, je le recommande, Bright Star, parce que vraiment, c'est. Tu Je prends sais des pas. risques, hein. Mais oui, non, je prends pas de risque. Si on te rencontre dans la rue, on risque de te casser la gueule. Non, pas du tout. Alors passons à Bliss, le film réalisé par Drew Barrymore, celui-là. Il fait que changer de titre, ce Bliss. Mais comme on le jouait près de chez moi, j'y suis allée dans la boue. Et elle joue dedans, Drew Barrymore. Et oui, évidemment. hélas, enfin, c'est quand même, elle aurait dû rester actrice. Ça, je reconnais qu'elle aurait dû rester. Donc c'est pas hélas, elle joue dedans, mais hélas, elle l'a réalisé plutôt. Oui, voilà. Elle aurait dû se contenter d'être actrice. Une bande d'ados attardés font des courses en roller. Pendant 2 heures, elles sont trop chocs, elles se font des crocs en jambes, elles tombent par terre, toujours sexy, toujours impeccables. Malheureusement, elles ont le cerveau bien moins rempli que le soutien-gorge. Stupide. Bliss, ça marche, ça? Non, ça marche pas très très bien pour le. Bon, enfin, c'est le premier jour, hein. Peut-être que on était 3 dans la salle. Oui. Ah bah oui. En me comptant, moi. Et vous êtes allé en roller, Monique? Ah oui, surtout. Ah oui, oui. Agora, qui est sorti aussi cette semaine, un film d'Alejandro Amenábar. Et ben voilà, c'est l'Égypte au IVe siècle après Jésus-Christ. Les Romains, les chrétiens et les musulmans s'entretuent. Hypatie, qui est jolie et pas du tout antipathique, enseigne l'astronomie. Oui. 2 heures durant. Oui. Voilà. Ce navet qu'on appelle diplôme. Mais tu n'aimes rien, mais c'est pas possible. Est plus lent que l'Eurostar bloqué par la neige dans le non, c'est très mauvais tout ça. Mais c'est pas très mauvais. Mais qu'est-ce que tu as mangé pendant les fêtes de Noël, Monique? C'est pas possible. J'ai vu entre-temps un très bon film américain. Est-ce que vous êtes avec quelqu'un, Monique Pardel? Malheureusement. Non, mais elle est honnête au moins, Monique. Je suis honnête et je prends des risques. Mais moi aussi, je suis honnête. Il faut voir Agora, qui est un très bon film. Décidément, tu vas te faire casser. Elle n'est pas payée, elle n'est pas soudoyée par les laboratoires pour faire des conneries. Non, Agora. Qu'est-ce qui vous a plu, vous, dans Agora? Alors, tout m'a plu dans Agora. D'abord, c'est l'histoire d'une astronome, une femme, ce qui est quand même pas évident, qui a complètement disparu dans l'histoire, alors que elle est une astronome, hein, pas une astrologue. C'est une astrologue. Et donc, c'est moi, je suis pour la réhabilitation des femmes qui ont fait des découvertes scientifiques. Elle a découvert pas rien. Elle a découvert l'orbe, la façon dont la Terre tourne autour du Soleil, quand même. C'est pas rien. Elle a disparu. En plus, on voit Alexandrie, donc au moment. Elle a disparu forcément depuis ce temps-là. Au moment, elle a disparu du récit de l'histoire. Il y a que des mecs dans les récits de l'histoire. Et alors un barracuda. Donc ça se passe à Alexandrie au moment de la chute d'Alexandrie et on voit comment les chrétiens vont prendre le pouvoir et les chrétiens sont les méchants à l'époque, c'est pas les musulmans d'aujourd'hui. Non, alors vous conseillez si vous n'avez pas aimé, cela dit, le précédent film, vous pouvez casser la gueule à Isabelle si vous allez le voir, vous n'aimez pas non plus. Et là vraiment, si vous n'aimez pas encore, si vous pouvez la violer, enfin. Enfin, Fabrice. C'est gigantique alors. Agora, Bright Star, ça a plu à Isabelle Motro, mais alors Monique Pantel, moi pas du tout. Il y a rien qui lui plaît cette semaine. On peut quand même dire un mot effectivement du film qui cartonne parce qu'on était en vacances la semaine dernière quand il est sorti. Avatar, alors le film. Mais c'est formidable Avatar. Mais je vous en ai parlé moi. Mais oui, mais redites un mot quand même. Alors ça faut vraiment. C'est un film formidable. Même en 3D alors. Mais en 3D surtout. Parce que moi j'ai des potes. C'est-à-dire que si on enlève la 3D, je pense qu'il reste pas. Mais moi j'ai des potes qui sont allés et qui portent des lunettes comme moi et qui disent quand on porte déjà des lunettes, c'est emmerdant en fait. Qui vous met. Oui, mais moi aussi, je porte des lunettes. Et j'adore voir les films en 3D maintenant. Bon. Mais cela dit, si vous voulez sortir un peu des sentiers battus, il y a un très bon film qui est sorti la semaine dernière, c'est La merditude des choses. Ah oui. Je l'ai pas vu. Et là, ça c'est très bon. Je l'ai vu, oui. Et alors, Monique? Ils sont très vilains quand même. Hein.
les mecs. Ouais, on comprend rien au cinéma. On là. voit... Non, je comprends rien. Ils ont des grosses fesses. La merditude des choses. C'est un réalisateur belge. Flamand. Oui. Je crois que vous pouvez continuer à aller voir Avatar tranquille. Oui, oui. Pour l'instant, il n'y a pas 10 000 choses. C'est vrai aussi, il n'y a pas. Mais à mon avis, c'est pas un hasard. Hein. C'est que comment ça se passe. Noël, oui. Et non, c'est simplement que non, c'est même mieux que ça. C'est que les producteurs de cinéma savent très bien. Mais dis-nous. Oui, il va bien faire sûr. un carton et donc Évidemment, et donc ils évitent de sortir les films qu'ils savent bons ou pour lesquels ils espèrent avoir du public en même temps qu'une grosse sortie comme celle d'Avatar. Oui, mais je vous trouve sévère là. Bah, si, Quelle fine analyse. mais si, bien sûr, c'est la vérité. Et ils vous foutent un petit peu les navets. Parce non, que... c'est pas des navets, c'est juste des films qui n'ont rien à voir avec Avatar. Vous connaissez rien à la production cinéma. Mais alors, si, mais justement, c'est ce que je vous dis. Les films qui sortent là ne peuvent pas rivaliser avec Avatar parce qu'ils sont tout à fait. C'est pas une histoire de valeur, c'est une histoire de genre. C'est pas du tout le même genre qu'Avatar. Voilà, mais ça plaira pas au même public. C'était quoi le film ? Si tu vas voir, tu sors d'Avatar et tu gardes des lunettes pour voir un autre film. Et voilà, ce serait très bien, ce serait la solution. En tout cas, Isabelle Motro conseille quand même le film de Jeanne Campion, Bright Star. Et Agora, le film d'Alejandro Amenábar. Monique Pantel, parce que c'est Amenábar. Elle dit, vous pouvez continuer à aller voir Avatar et à attendre le film de Clint Eastwood la semaine prochaine. Ouais. Bravo, On est Laurent. d'accord. Bravo. Merci Monique. Notre invité d'honneur est arrivé. Il est dans la loge d'honneur. C'est une femme aujourd'hui. On vous retrouve Laurent juste après les titres d'Europe 1 Soir. À tout de suite. Europe 1, on va se gêner. Mais qui se cache aujourd'hui dans la loge d'honneur? Effectivement, qui est dans la loge d'honneur aujourd'hui? Hier, c'était Philippe Laville, avant-hier, Marisa Berenson. On a eu Alain Sachs, Anna Gavalda ces derniers jours. Écrivain, chanteur, comédien, politique, sportif, tout est possible. Bonjour, invité d'honneur. Bonjour. Oh, la voix est bien déformée, alors. Déconneur, j'aime pas ça. Qu'est-ce que vous dites? J'aime pas les déconneurs. Mais c'est pas qu'il est déconneur, c'est que sa voix est déformée. Alors ça fait une voix un peu particulière. Vous l'entendez, votre voix, d'ailleurs? Non. Alors attention, vous ne répondrez que par oui ou par non aux questions de mes camarades, ou par quelques phrases courtes quand vous n'aurez pas d'autre solution. C'est parti. Alors, la question traditionnelle, un homme ou une femme? Mec. La question traditionnelle, est-ce que vous avez un lien avec Bob Denard? Très ancien. Est-ce qu'on vous reconnaît dans la rue? Ah, bonne question. De dos. Parfois dans le métro. Ah, vous prenez le métro? Que dans le métro. Et pourquoi que dans le métro? Vous êtes clochard? Vous faites la quête dans les wagons, peut-être? Ah, c'est Sohan. Alors c'est ça, pourquoi vous êtes reconnu dans le métro plus qu'ailleurs? Parce que je prends beaucoup le métro pour aller à mon bureau, chez moi, D'accord. Là, vous avez et pas. dans tous les arrondissements de Paris. D'accord. Vous êtes un leader syndicaliste? Proche. Vous êtes dans la politique? Oui. Et donc vous êtes à gauche, voire proche de l'extrême gauche? Pourquoi? Non, c'est plutôt ceux de droite qui prennent le métro. Non, tu vous sais, êtes, pour faire Est-ce que vous êtes écolo, vu que vous prenez le métro, vous mettez ça en avant comme un fait d'armes extraordinaire là? Je ne mets rien en avant que mon sexe. Ok. En effet, c'est on a un peut-être rigolo. une idée. Si vous êtes de gauche, on a une vague idée de qui ça pourrait être. Dominique Strauss-Kahn. Voilà. Alors, oui, bon. Êtes-vous Dominique Strauss-Kahn? Je ne crois pas. Vous avez été élu? Vous avez été un élu de quelque chose? Élu en 2001 et réélu en 2008. Ah, donc vous êtes maire? De famille. Vous êtes maire ou non, vous êtes... Mais vous êtes engagé en politique, mais vous êtes aussi une célébrité qu'on connaît pour d'autres choses ou uniquement pour votre parcours politique? Pas célébrité. Est-ce que vous avez écrit un livre récemment? 2 livres. Récemment? Bah oui, s'il est là. Coup sur coup? 2006. En 2006. Même année, 2 livres. 2 livres d'un coup. J'ai un indice à vous donner. Notre invité d'honneur parle anglais, allemand, japonais et italien. Vous avez fait mai 68? C'est tout? Non, j'étais trop jeune. Allemand Anglais, et allemand. italien. Rachida Dati. Non. Rachid Dati. Ah oui, pardon, c'est vrai. Le frère. Alors, il a cité beaucoup de langues, mais pas le français. Vous êtes Fadela Amara, peut-être? Qu'est-ce qu'ils sont cons alors? Non, vous brûlez. Est-ce que vous êtes élu dans une région de l'Est? Élu à Paris, Pareil. mais j'ai failli être candidat aux législatives en Alsace.
D'accord. Est-ce que ça vous dérange pas de revenir lundi? Comme ça, on part en week-end tranquille. On réfléchit, puis... À Non. condition qu'on parte ensemble. Avec Titoff. Ah ouais. Vous connaissez Titoff? Oui, mais je ne le confonds pas avec celui qui fait les pornos. Ah ouais, il est bien branché. Hein. Vous êtes vachement connectés, quoi. Ah ouais, ça fait plaisir. Ouais. J'ai l'impression que si tous les 2-3 phrases on parle pas de cul, ça vous gêne quoi. Est-ce que vous avez été écarté d'une liste régionale? Non, je suis sur la liste des régionales. Exact. Vous êtes candidat aux élections régionales en Île-de-France. Bon, alors, est-ce que vous n'avez fait que de la politique dans votre vie? Ah non, j'ai un métier, je vais tous les matins très tôt à mon bureau professionnel. Bureau professionnel. Non, je ne suis pas Jean-François Copé. Vous n'êtes pas sportif. Vous travaillez à la Poste? Non, je ne suis pas à Neuilly. Je vais peut-être vous aider en disant que en cette période d'hiver où les routes sont enneigées, on pourrait faire appel à lui car c'est un spécialiste du sablage. Vous avez fait le Paris-Dakar. Je suis contre le Paris-Dakar. Spécialiste du sablage. Chez les Verts, vous êtes? Je fus candidat avec Cohn-Bendit aux Européennes en 99. D'accord. Et puis j'ai quitté les Verts en 2005. Vous mariez les homosexuels? Oui, ça m'arrive. Oui, on voit qui c'est alors. Vous faites des petits gestes parfois? À l'Assemblée, vous faites des bras d'honneur à l'Assemblée nationale? Je ne suis pas député. Vous avez été... Pas Noël Mamère. Vous pensiez à Noël Mamère. Non, c'est pas ma mère. Élu à Paris. Et il est élu à Paris élu à alors Paris, que Noël Mamère est à Bègle. Je suis beaucoup plus jeune que ma mère. C'est rare d'être plus jeune que sa mère. Mais c'est bien, les politiques ont de l'humour. Pas tous. Pas tous. Si. Alors, vous voulez pas nous poser des questions, vous? Oui, alors, Qui vous connaissez le mieux autour de cette table, invité d'honneur? peut-être Philippe Alfonsi parce que je suis angevin. C'est vrai. Vous êtes né à Saumur? Parce que lui, il est né à Bastia, hein, donc ça Oui, n'a rien à voir. Il connaît Angers. Alors je vais vous donner un indice supplémentaire. Le premier indice, on va l'oublier parce que c'était Yves Montand qui chantait à Paris, on n'en a plus besoin. Voici le deuxième indice. Nous voulions d'abord, dans ce quartier populaire et si essentiel à Paris, nous voulions d'abord que se rencontre la beauté dont nous avons hérité et la beauté qui vient du talent d'aujourd'hui. Chapeau. Et puis, nous voulions, et on a cherché, on a travaillé, je me suis impatienté. Nous voulions que rien de l'âme de la création ne soit exclu du 104. Tous les arts, tous les mondes, toutes les origines, tous les imprévus. Alors, vous avez certainement reconnu la voix de cet homme politique qui vous donne une piste supplémentaire pour notre invité d'honneur. Est-ce que vous êtes adjoint de Bertrand Delanoë? Oui, mais je vais vous donner un indice supplémentaire. C'est que je suis coproducteur de documentaires et que j'aime particulièrement les chroniques et les critiques d'Isabelle Motro, dont je partage la plupart des idées, comme sa critique sur Bright Star, par exemple. Clara Morgan? Le film de Jeanne Campion, vous avez aimé aussi. Ah oui, c'est un chef-d'œuvre sur la lenteur et la profondeur des sentiments. Vous devez vous occuper de la culture à la mairie de Paris, vous? Voilà. C'est un bobo un peu, je pense. Un truc. Et alors, donc notre invité d'honneur est Christophe Girard. Christophe Girard. Bonne réponse Évidemment. d'Isabelle Motro. Et j'ai pas osé le dire à un moment donné. Christophe Girard, adjoint au maire de Paris, chargé de la culture, candidat aux élections régionales en Île-de-France sur la liste de Jean-Paul Huchon. Ce sera l'occasion d'aborder cette campagne des régionales, mais plus généralement aussi de parler culture. Dans cette émission, ça fera un peu du bien de temps en temps, n'est-ce pas? Oui, c'est pas trop tôt. Fabrice et Voué, merci d'avoir accepté de jouer. Pas Fabrice. Fabrice, ça écoute un peu. Écoute un peu. Tu tires cette émission vers le bas, Je sais ça pas commence s'il à va bien faire. comprendre tout, madame. Christophe Girard, merci d'avoir accepté de jouer le jeu. Entendre des conneries pendant un quart d'heure enfermé dans une loge, c'était pas trop difficile? Non, ce sont pas des conneries. Le truc gênant, c'est la voix, quoi. C'est assez monstrueux d'avoir l'impression d'être alien pendant 10 minutes, mais sans ça, non, on vous voit bouger. Christophe Girard est né à Saumur, comme on a dit. Pourquoi pensiez que Philippe Alfonsi allait vous deviner plus rapidement que les autres? Non, je pensais que c'était Isabelle Motro, pour dire la vérité, et les autres. Moi, j'y j'ai eu avais des pensé, relations. mais... Et Titoff, alors
Titoff. Vous avez envie de partir avec Titoff en week-end, alors, si j'ai bien compris. Ouais, c'est une proposition, quoi. J'appelle ma femme, quoi. Et moi la mienne, voilà. C'est le discours de Bertrand Delanoë lors de l'inauguration du 104, dont on a entendu un extrait tout à l'heure. C'était les premières secondes de ce discours. Alors, il faut quand même rappeler ce que c'est que le 104 pour ceux qui l'ignorent. On connaît le 113. Ah oui. Le 104, c'est les anciennes pompes funèbres de la ville de Paris, 40 000 mètres carrés dans le 19e. Que Bertrand Delanoë a sauvé quand il était chef de l'opposition à l'hôtel de ville face à Tibéri dans les années 90, et pour lequel il avait promis, s'il était élu maire, que ça devienne un lieu de travail, de résidence d'artistes et de production. On a pu effectivement vous donner aussi un indice supplémentaire qui ne nous a absolument pas fait avancer, chers camarades, c'est le sablage. J'évoquais Paris-Plage, évidemment. Ouais, mais ça de verglas, on a pensé. Oh là là. Parce que vous n'y êtes pour rien, pour Paris. Non, non, rien du tout. Nuit blanche, c'est tout. Uniquement les nuits blanches. Paris-Plage, ça vous plaît pas? J'aime la nuit, moi. Non mais le sable, c'est les mycoses, donc non. Quand même, vous devriez défendre. Je défends, mais bon, on est venu là pour aussi s'amuser. Voilà. Je suis à côté de Proust, donc je suis intimidé. Vous connaissiez Gaspard Proust? Bah oui, quand même. Attendez, je lis. Je suis dans la quête de ma recherche. Vous verrez, c'est le seul humoriste culturel. Vous irez l'applaudir à partir de février prochain au studio des Champs-Élysées. Mais alors, parlons de la culture parisienne. Elle est mise en cause, évidemment, par l'opposition, puisqu'on est en période des régionales. D'abord parce que je crois que le budget de la culture pour 2010 va légèrement baisser à la mairie de Paris. C'est vrai? Non, il est maintenu. Et d'ailleurs, il est peut-être contesté par quelques membres de l'UMP, mais il est soutenu par Sarkozy, qui est allé 2 fois de suite au Châtelet, théâtre municipal. Donc moi, j'y ai vu un encouragement à la politique municipale, puisqu'il va pas dans les théâtres de l'État, mais il va dans les théâtres municipaux, et il nous a dit que c'était formidable. Non, mais sérieusement, vous aurez autant d'argent en 2010 que vous en avez eu en 2009 pour la culture. Oui, mais simplement, il faut mieux répartir. Donc c'est vrai que voilà, ça oblige à peut-être revoir un peu les habitudes des uns et des autres et les encourager à aller chercher un peu d'argent privé. Vous parliez du 104 tout à l'heure, et je crois savoir que le 104, justement, il y a des protestations quant au budget qui lui est alloué. Les directeurs qui avaient été choisis voulaient 2 millions d'euros supplémentaires. C'est niette. Et en revanche, vous cherchez donc des nouveaux directeurs. Voilà. Vous ne les avez pas trouvés encore? Ah bah non, il y a un jury qui va se mettre en place, il y a une procédure, c'est de l'argent public, on fait ça avec des experts. Vous êtes invités, vous devriez postuler, Philippe Alfonsi et Isabelle Motro, vous devriez postuler. Non. Non. Il y a eu trop de Corses à la ville de Paris déjà. Vous avez raison de vous méfier, oui, c'est vrai. Tibéri, vous l'avez toujours en travers, alors Non, charmant. Non. Dans quel état vous avez trouvé la mairie de Paris quand vous êtes arrivé, alors? Des grands appartements personnels que le maire a fermés, parce qu'il y a fait une crèche. Et puis, un peu vétuste, quoi. Pas aux normes de sécurité, des huissiers à l'ancienne. C'était un peu vieillot, quoi. Vous parliez de la Nuit Blanche, ça vous en êtes vraiment l'instigateur, Christophe Girard, c'est repris partout dans le monde, ces Nuits Blanches. Ça c'est exceptionnel, les Nuits Blanches, c'est vrai. Formidable. Moi je trouve ça formidable. Moi je me tire toujours pendant la Nuit Blanche. Pourquoi? C'est fait pour le peuple. Je ne suis pas, mais je suis. Alors là, mon vieux, je viens sûrement plus du peuple que vous. Alors là, franchement, Girard, vous touchez mal. Alors là, si vous allez sur ce terrain-là, vous êtes mal barré, mon gars. Ah oui, vraiment. Si tu veux du Havre et de la misère, on va t'en donner. Alors là, comment elle t'appelle déjà, Christine? Je travaille pas pour Vuitton, moi. Le caillot. Je parlais de mes origines. Oui, mais moi aussi, monsieur. Mais Zola, c'est plus belle la vie à côté de Nord. Non, mais c'est vrai que il va te refaire Germinal dans 5 minutes, tu vas voir. Mais je sais qu'il est cultivé. Parce qu'on peut venir du peuple et apprendre aussi. C'est juste, c'était le cas de Philippe Séguin. Voilà, exactement. Non, mais on peut venir d'un milieu bourgeois et devenir con, moi. Il y en a beaucoup. C'est vrai. T'as beaucoup déçu ta famille, Fabrice, tu sais. Heureusement, il n'y a pas de règle. Mais non, c'est pas parce qu'effectivement, on peut ne pas être noctambule. C'est mon cas déjà. On peut évidemment avoir peur de la foule aussi et ne pas aimer pour ça les nuits blanches et puis aimer quitter Paris le week-end. Oui, exactement. Voilà. Mais ce qui est bien, et puis aussi, on peut avoir fait ça aussi toute sa vie et pas avoir envie de le faire quand. Oui, ça c'est vous. D'ailleurs. Tu peux sortir tous les autres soirs. Ça c'est Pierre. Je vous ai invité Pierre Bénichou aujourd'hui déjà, Christophe Girard, qui dit toujours, moi les nuits blanches ça m'énerve parce que
je sors la nuit toute l'année, je vais pas faire comme les autres, évidemment, cette nuit-là. Mais bon, faut quand même rappeler que c'est l'occasion de voir des moments quand même, mine de rien, exceptionnels. Et Philippe Alfonsi, vous êtes... moi, je suis un fan vraiment des Nuits Blanches. J'essaye toujours d'y être. Voilà. Et on découvre des tas de choses chaque année. C'est vraiment formidable. Moi, vraiment, vous aurez un pass l'année prochaine. Parce qu'il y a des passes pour les organisateurs, parce qu'on doit aller d'un lieu à l'autre, etc. Et s'assurer que ça fonctionne bien. Donc ça serait bien que Philippe voit les coulisses. En plus, t'as la coke gratuite, tout ça. Non, ça c'est la ligne blanche. C'est pas la ligne blanche. Et quand est-ce que ça va démarrer alors ces fameuses Nuits Blanches là? Alors dans une dizaine d'années, je pense. Quand on changera de siècle, on va s'y mettre. Est-ce que c'est vrai que vous êtes, peut-être c'était le cas et ça ne l'est plus, mais je vois ça dans votre CV, exploitant viticulteur à Gigondas. Ouais, je fais du vin, du rosé. Toujours. Je vais vous donner le nom du site. Les bouteilles sont pas très chères, c'est un très bon rosé. Il est assez fort, 14 degrés, mais il est vraiment très bon et très sympa. Donc ça s'appelle La Source des Romarins à Gigondas. Un peu de pub. Christophe Girard, André Varenne. Et je crois que ça protège contre la grippe A. Vas-y, dis n'importe quoi. C'est les Angevins qui disent ça, c'est Roselyne Bachelot qui dit ça. C'est vrai qu'elle est de cette région. D'ailleurs. Vous parlez anglais, vous parlez allemand, vous parlez japonais, vous parlez italien. J'ai donné cet indice. C'est vrai, vraiment. Pourquoi japonais? Parce que j'ai fait les Langzhou et que j'ai habité le Japon 2 ans, 3 ans. Comme tous les gens du peuple. Cher ami, j'avais une bourse en plus de la mienne, donc voilà, j'étais au Japon. En tout cas, il faut le dire, vous êtes candidat au régional en Ile-de-France et alors la bataille bat son plein avec un niveau, je dois dire, pas toujours très haut cette semaine. Ce sont des batailles. Alors c'est vrai que les nouvelles technologies permettent des batailles de Twitter. Ah oui, des batailles de Twitter assez incroyables entre Anne Hidalgo, votre camarade, qui nous met une photo un peu floue où soi-disant Valérie Pécresse serait en train de dormir pendant, je crois, un vote du budget au Conseil régional. Elle est fatiguée, les ministres, et c'est vrai que cumuler tête de liste régionale avec son poste de ministre, je pense que ça n'est pas raisonnable. Non, mais sérieusement, on voit pas vraiment si elle dort sur cette photo. Est-ce que c'était vraiment sympa de balancer ça sur Internet? Elle était peut-être juste bourrée, je veux dire, il y a un moment. Je crois qu'elle ronflait, donc c'est toujours gênant quand on n'entend pas Jean-Paul Huchon n'a pas une voix très forte, donc voilà. Je crois en plus avec un monsieur qui s'appelle Jean-Paul Huchon, envie de dormir. Ça paraît logique. Mais si on en est là dans la bataille des régionales, parce que évidemment, alors à droite, ils ont répondu en disant oui, et nous on a retrouvé un truc sur Jean-Paul Huchon qui aurait envoyé sa future belle-fille au Chili. Elle en est là, la bataille des régionales, alors, Christophe Girard? Elle est qu'on doit s'adapter au fait que voilà, les médias ont un peu décidé de qui était intéressant pour les régionales. Ouais. Donc après, il faut un peu compenser avec les moyens du bord, mais bon, il faut essayer de mettre un peu d'humour aussi. Vous qui justement venez de chez les Verts, vous l'avez rappelé, vous avez été candidat avec Cohn-Bendit, vous avez quitté les Verts pour le Parti socialiste. Là, en fait, la grande guerre entre l'UMP et le Parti socialiste, c'est savoir qui va le plus réussir à récupérer les voix écolo, on est d'accord? Oui, alors c'est vrai que bon, malgré le flop de Copenhague, c'est vrai que l'écologie, l'environnement, voilà, pour chacun de nous sont devenus, je crois, une préoccupation et qu'on a des réponses à apporter. Mais sans être langue de bois, je pense que voilà, les régionales, c'est quoi? C'est les transports, l'éducation, les lycées. C'est besoin de travail pour les gens, besoin de logement. Donc je crois qu'il faut être très très simple. Très modeste. Est-ce que vous pensez que c'est par souci de l'écologie que Christian Boltanski va couper le chauffage à son exposition au Grand Palais? Oh, Christian Boltanski, c'est un penseur, c'est pas seulement un Vous avez vu comment on est cultivé ici? Ouais, c'est bien. On a bossé avant de venir. Mais je crois que chacun de vous finalement on s'en sort. A sa part de culture. Mais ouais, on s'en sort. Mais vous pensez pas que sont plus folkloriques. Gaspard Proust, c'est juste une question. Encourager les crèches, la construction de bâtiments, ça incite les gens à se reproduire, donc qu'il y ait plus de population et du coup plus de CO2 qui est émis par les gens. Ouais, mais en même temps, regardez aujourd'hui, je trouve pas ça très altruiste. Les homosexuels aussi se reproduisent, donc c'est un mouvement général de la planète. Je crois qu'il faut être tendance. Alors parlons-en. Isabelle Motro a demandé si vous aviez publié des livres. Vous avez répondu oui, deux livres en 96 très exactement. Et 2006. J'ai dit 96 en 2006. Pardon, j'avais retenu le 6, c'est pas la bonne année. Alors ces deux livres là, sur les deux, il y en avait un qui parlait justement de l'homoparentalité, puisque ça s'appelait Père comme les autres chez Hachette 2006. Ça a évolué quand même manifestement dans l'esprit même de l'opposition, puisque je sais que Madame Chantal Joanneau, qui est justement secrétaire d'État à l'environnement et que j'ai la chance de recevoir samedi soir prochain dans On n'est pas couché, disait elle-même être favorable au mariage homosexuel en France. Ça veut dire que vous n'avez plus de vrais combats à vous aujourd'hui à gauche. Si, parce que regardez par exemple le statut de beaux-parents.
quand vous êtes dans un couple homo comme moi, de mecs. Vous êtes paxé, de vous, femmes. hein. Je suis paxé. Vous avez fait j'ai partie des quelqu'un depuis premiers 13 ans. paxés ? Oui, dans les premiers paxés, et puis surtout défenseur de l'idée d'égalité des droits et du mariage depuis bien longtemps, quand j'avais fait la première émission de Mireille Dumas en 92, vous voyez, sur ce sujet-là. Donc ça paraît vraiment une époque presque préhistorique. Pourquoi vous chuchotez comme ça? Parce que je suis très ému. J'aime pas Parce que c'est plus intime, évidemment, d'un seul coup. Non, puis c'est toujours un peu gênant de parler de soi, ce comme qui est ça. lié à sa sexualité aussi. C'est pas. Oh, ici, tu peux y aller, alors là. Oui, j'ai entendu 22 Même là, tout à on l'heure. commence à s'ennuyer un peu. Quoi. Non, je pense que les choses sont pas. Regardez, l'Espagne est bien en avance. Il y a le mariage. Regardez le Danemark. Le Portugal, aujourd'hui, on nous voilà annonce... l'Égypte aussi. La ville de Mexique, la ville de Mexico. L'Argentine aussi. L'Argentine, la ville de Mexico. Et la France, ils ont reculé. Nadine Morano avait évoqué l'idée qu'il y ait un statut du beau-parent, ce qui est une bonne chose, parce que si le gosse grandit avec le père et le compagnon, ce qui est le cas de mes enfants, et la mère qui a une compagne, si l'un des deux disparaît, c'est vrai que c'est un peu comme le parrain et la marraine, mais autant leur donner un statut pour que les enfants soient protégés et qu'on les envoie pas chez les grands-parents qu'ils détestent. On peut rembobiner un peu, j'ai été largué. Et pendant le week-end, il y aura un cours particulier, éducation civique, je suis déjà pris, moi, pratique. Et en plus, il faudra que tu t'occupes des gosses. Oui, mais ils sont plus en âge d'avoir des couches, donc ça va. C'est mon week-end avec Laurent Ruquier. Gaspard Proust, c'est un début. C'est une considération. Gaspard. À force de faire des statuts, de vouloir tout cadrer, comment l'enfant peut-il aujourd'hui, de façon heureuse, s'épanouir dans une névrose? Je pense que sans névrose, le monde serait tellement ennuyeux. Regardez Gaspard Proust. Vous aimeriez ne pas être névrosé? Ouais, je crois que mon week-end est râpé, là. Il veut partir avec toi maintenant. Alors vous êtes aussi un sportif, Christophe Girard, canoë-kayak, équitation toujours. Ouais, un peu moins maintenant parce que je suis à un âge maintenant où j'ai peur de me casser les dents en même temps, la parfois. gueule et oui, toujours en même temps. C'est des chevaux sur l'eau, c'est assez beau. Mais si on a loupé les Jeux Olympiques à Paris, on peut organiser les Gay Games peut-être. On en parlait en début. Vous voulez les organiser Alors, qu'est-ce que vous en pensez de ça? Ouais. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, j'ai vu ça alors sur Canal+ l'autre soir. Après le très bon documentaire sur l'homosexualité dans le sport, il y avait une émission un peu ridicule, je dois dire. On envoyait des hétéros aux Gay Games. J'avais jamais vu ce que c'était les Gay Games. J'ai participé aux États-Unis une fois il y a très longtemps. Ouais. C'est pas un peu ridicule quand même? Non, c'est pas que c'est ridicule parce que d'abord les gens font ce qu'ils veulent, donc ils ont envie d'être ensemble. Mais c'est vrai que moi, personnellement, je passerai jamais mes vacances avec 10 gays ou je dînerai pas le soir avec 5 gays. Vous me rassurez. Moi, ma vie c'est un mélange. D'hommes et de femmes, vous avez des enfants. Mais pas spécialement pour le communautarisme. Mais je veux dire, pour les gay games, est-ce que pour la cérémonie de clôture, est-ce que c'était obligé de faire la chenille comme ça? Alors, non, mais moi je préfère plutôt les autos. Non, on fera les auto-tamponneuses. Surtout quand à la fin, il y en a un qui tape dans les mains et qui dit « Et maintenant une ronde !» Vous savez qu'au Québec, Laurent Ruquier pour la Saint-Jean, ça s'appelle l'enfilade. C'est vrai? Et on tourne autour d'un feu, en se donnant la main. On va vous laisser tous les deux, hein. On fait que je joue, on vous laisse laissez-moi. Deux, c'est le début d'une communauté. Et Félix, pas Félix, Fabrice. Fabrice, c'est vous, il a eu des problèmes avec Bertrand Delanoë, justement pour des plaisanteries douteuses, voire homophobes. Moi, vous pouvez y aller, je vais vous dire pourquoi. Vous pouvez y aller. Philippe Bouvard avait fait des blagues comme ça assez grasses. Oh, ça m'étonne. Et moi, je lui ai écrit pour lui dire que je trouvais ça vachement bien qu'il continue. On est devenus très potes. C'est vrai? Mais vous trouvez pas que c'est un gros PD, faut dire. Hein. Oui, mais PD, je crois pas. Je crois qu'il aime vraiment les femmes. C'est-à-dire que c'est toujours pareil. L'humour est très. Ce qui est compliqué dans l'humour, c'est de savoir qui est la personne qui pratique cet humour et comment elle... Oh, puis il faut accepter. Attendez, ça va. En plus, nous, on est du bon côté de la barrière. Je fais partie des homos assumés, bien dans leur peau, qui n'ont pas de problème. Voilà, si vous êtes un jeune de banlieue, une famille... religieuse et discriminante, oui, je pense que c'est plus compliqué, donc faut faire attention. Mais si on est du beau côté de la barrière, moi ça me gêne pas, Laurent Gérard non plus, je trouve ça un peu beauf, mais ça me gêne pas. Bon, très bien, c'est fait. C'est dit, vous regrettez quand même vos propos? Non, j'avais pas été condamné, cela dit, mais bon, il n'y a pas de souci, hein, moi, j'ai pas de problème. Ah oui. Je travaillais avec Laurent Ruquier, Marc-Olivier Fogiel, Jamel Debbouze, donc... Alors, il en manque beaucoup là. Présenter ma gloire. Vous êtes candidat au régional sur la liste de Jean-Paul Huchon. En quelle position alors? Enfin, pardon. 69. Sans transition avec. J'aurais dû préciser avec la conversation précédente. 69e position, qui est quand même la meilleure pour une élection. Non mais sérieusement, pour une érection. Alors, je suis en
troisième position d'homme, troisième homme de la liste, mais position numéro 6 qui normalement est éligible. Parce que c'est la fameuse liste millefeuille, un homme, une femme, un homme, une femme. Ah mais ça c'est la loi. Ah c'est toujours. Ça a été voté par l'Assemblée nationale. Oh, mais vous savez que la loi n'est pas toujours respectée pour les élections. En France, c'est vrai que c'est un pays très corrompu, mais quand même on commence à l'appliquer. Donc un homme, une femme, un homme, une femme. Qu'est-ce qui se passe, Isabelle Mottreau? Pourquoi vous le trouvez drôle, Christophe Girard? Il a de l'humour. Hein. Je le trouve assez drôle. Bon, c'est gentil. La culture, ce sera pas au centre du débat entre l'UMP et le PS pour les régionales. Ah si, ça et Génération, enfin pas Génération. Enfin, en tout cas, moi j'ai bien l'intention d'en parler beaucoup, puisque la région, vous savez que les régions financent le cinéma. Oui. Et que ça veut dire tournage. Ça avait causé des problèmes à Jean-Paul Huchon d'ailleurs. Oui, mais il faudrait mieux de parler d'autre chose. Non, moi je pense qu'il faut dire les choses. Attendez, dans une époque où tout se sait, tout est sur Internet, qu'est-ce qu'on va aller jouer à cacher les choses? Il n'y a pas à cacher les choses. C'est expliqué d'ailleurs. Et il y a pire, hein, franchement. En tout cas, non, c'est hyper important parce que c'est le financement du cinéma. Vous savez que le service public français, télévision, est censé financer le cinéma. Or, avec l'absence de recettes publicitaires aujourd'hui, il y a moins de financement du cinéma. Donc, il faut que les régions prennent le relais. Il y a des régions comme la région Rhône-Alpes, comme la région Île-de-France, qui sont exemplaires dans ce domaine. Mais il n'y a pas que du bon dans le cinéma. Je ne sais pas si vous connaissez Monique Pantel, par exemple. Oui, Monique Pantel, elle aime pas, par exemple, Bright Star. Elle a tort. C'est un film sublime. Parce que c'est une femme impatiente. Elle est trop dans la vie d'aujourd'hui. On passe, on zappe, etc. Quand il reste pas beaucoup de temps, on devient impatient. Oui, mais elle représente souvent le goût du grand public. Oui, mais méfiez-vous du grand public. Attendez, ça, c'est un débat intéressant. Ah bah oui, puis attendez, vous savez, ceux qu'on appelle aujourd'hui les grands classiques, c'était des gens qui étaient rejetés. La musique de Berlioz. Berlioz était détesté des Français, il est allé jouer en Angleterre. En avion, je me souviens, c'est lui qui a fait le fameux. Voilà, il a fait traverser de l'Atlantique. Tout à fait. En tout cas, Christophe Girard, merci d'avoir accepté notre invitation, d'avoir joué le jeu. Vous étiez aujourd'hui notre invité d'honneur dans la loge d'honneur. Bon week-end sur Europe 1 et on se retrouve lundi à 16h. Avec grand plaisir, très cher Laurent. Lundi.